Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en live au Chalet La Montre de Jeu avec des invités exceptionnels puisque juste à côté de moi j'ai Clément. Salut Clément. Salut Martin. Et au bout de la table nous avons Mathieu d'un monde de jeu, pas du tout. Je vous informe que vous êtes embauché par un monde de jeu de Catch Up Games pour parler des jeux Catch Up Games. Nous avons un joli programme ce matin, le fil rouge comme hier, on va continuer à vous faire jouer en essayant de découvrir des jeux de société, ça sera le début de cette émission. Ensuite, on enchaîne avec l'année 2025 de nos invités, on parlera de vous avant évidemment parce qu'il y a 2-3 sujets qu'il faut qu'on aborde, notamment ce changement de logo, c'est tout un programme dans cette émission. L'année 2026, c'est pour ça aussi que vous regardez ces émissions, vous avez hâte de découvrir les nouveaux jeux qui arriveront probablement sur vos tables, et comme on parle des jeux Catch-Up Games, a priori, ça devrait vous intéresser, parce que des fois ça n'intéresse pas les gens, sur des éditeurs, c'est horrible, c'est horrible, mais je le dis pas dans ces cas-là. Et on terminera, vous avez pensé à une minute culturelle ? Oui, j'ai pensé à une minute culturelle, super. Ça fait hyper longtemps que je vais travailler. La minute culturelle, ça ponctuera notre émission. J'adore Clément et Mathieu, j'ai un poster d'eux dans ma chambre, nous dit Florian de Big Moustache. Bah, voilà. Je me demandais combien de temps allaient mettre les premiers faillots. C'est parti pour cette émission. Mais juste avant, quand même, ce soir, c'est le résultat de l'As-d'Or, c'est la conférence de presse. C'est pas le résultat encore, en tout cas, c'est l'annonce des jeux qui sont sélectionnés. Le jury de l'As-d'Or a travaillé comme des petits foufous pendant des journées entières, parce que ça fait quand même 3-4 jours qu'ils sont dessus. Ils sont arrivés jeudi soir, je crois. Et là, ça y est, ils vont révéler quels sont leurs jeux sélectionnés pour l'édition 2026 du Festival des Jeux de Cannes. Alors, dans cette émission, sur la chaîne Écran Noir, j'ai oublié de mettre en avant ça. Sur la chaîne d'un monde de jeu, on va fonctionner un petit peu différemment de l'année dernière. L'année dernière, on avait commenté la conférence de presse. On va le faire de nouveau, mais après la diffusion de la conférence de presse. On ne va pas le faire pendant. Pourquoi ? Parce que j'avais trouvé ça un peu inélégant l'année dernière. On ne savait pas quand on les laissait parler, quand nous on parlait. Et parfois, des gens nous disaient « Non, mais c'est vous qu'on a envie d'écouter, sinon on ne viendrait pas sur la chaîne. » Et d'autres fois, d'autres nous disaient « Mais taisez-vous, on n'entend pas ce qu'ils disent. » Donc, on va faire plus simple. Cette année, on diffuse la conférence de presse. Donc, vous pouvez vous connecter sur notre chaîne, celle que vous voulez, Twitch ou YouTube. Vous faites comme vous voulez et vous aurez, normalement, parce que c'est Cannes qui gère ça, la diffusion directe, on verra comment ça marche, mais de la conférence. Et juste après la diffusion de cette conférence, cette fois-ci, ça sera sur Twitch d'abord et en replay sur YouTube après. Donc venez sur Twitch, ça sera plus simple, vous aurez les deux dans la foulée. On vous commentera nos retours, nos réactions. On bavardera ensemble avec la petite équipe d'un monde de jeu après la diffusion. Donc voilà, les deux d'affilée, on regarde ensemble, on sera sur le chat pendant l'émission et puis pendant la diffusion de cette conférence de presse qui dure 45-50 minutes environ, donc comptez une heure, et puis on se retrouve ensemble pour en discuter. Voilà pour le programme de ce soir, ça commence, d'après ce que je vois de l'annonce, à 18h30. Est-ce qu'il y a un petit stress pour cette conférence de presse ? Est-ce que vous avez des espoirs ? Du stress non, des espoirs oui, pourquoi pas. C'était pareil pour les années précédentes. Moi personnellement, c'est pas des trucs auxquels je pense avant que ça arrive, quoi. Ouais, parce que c'est une bonne façon de ne pas être déçu. Oui, je suis très comme toi là. C'est des choses auxquelles je pense pas du tout. Mathieu ? Moi je trouve que cette année il y a quand même un peu moins d'enjeux que l'année de Faroé ou de Château Combo, oui, c'est vrai. On avait été un peu déçus l'an dernier, mais où on espérait aussi. Parce que Flip 7 c'est une localisation, donc il y a moins d'affect, c'est pas nous qui avons créé le jeu. Après il y a un petit espoir quand même, parce que le jeu a très bien marché et qu'il peut mériter, mais il y a aussi, je pense, un peu plus de décontraction, parce que le jeu, on sait qu'il marche de toute façon, on sait que c'est un excellent jeu qui plaît beaucoup, on sait qu'il se vend aussi très bien, donc ça sera un peu la cerise sur le gâteau. Ouais. Moi personnellement, ça me ferait très plaisir parce que c'est un jeu que j'adore et bien sûr, voilà, mais je pense qu'il y a moins d'enjeux pour nous quand même que sur des titres sur lesquels on a le plus travaillé, plus investi. Ouais. Je vais vous représenter plus proprement juste après, mais on continue un tout petit peu sur l'As-d'Or avant quand même, parce qu'on a envie forcément, c'est l'enchaînement logique de parler de cet As-d'Or. Tu nous parles directement, parce que c'est l'un des plus gros succès, peut-être le plus gros succès, le plus gros succès parmi toutes les nouveautés de 2026, de 2025, Flip 7. Il n'y a pas de doute en réalité. C'est le jeu qui est paru en 2025 en France, qui a eu le plus de succès dans notre marché. Et donc naturellement, vous nous citez Flip 7 comme candidat à l'As-d'Or. Est-ce qu'on est victime aussi du bouche à oreille, de l'effet, de la communication ? Parce que
moi, perso, c'est Gatsby que je préfère, entre les deux. C'est mon jeu catch-up de cette année, c'est Gatsby. C'est moins grand public, quoi. Ben oui, c'est ça, mais on a déjà admis que, peut-être Gatsby, il n'est pas en lice. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre, moi, je trouve. Moi, Gatsby, j'aime beaucoup, mais je trouve qu'il est moins accessible. C'est ce que j'avais dit à Bruno quand il nous l'avait présenté, je crois d'ailleurs. C'est très tactique. Ah bah ouais. mais quand même, un truc comme Last Door, je pense que... Et puis même, d'une manière générale, les succès, c'est quand tu as des jeux plus accessibles, ils sont plus faciles à vendre. Il y a pas mal de concurrence sur des jeux à deux aussi. Il y a des très bons jeux à deux qui sont sortis cette année. Mais est-ce qu'il est moins bon? Moi, je trouve pas. Pardon. Non, pas forcément, mais après... Non, mais c'est vrai, t'as raison, il est meilleur. Le bouche à oreille, c'est pas non plus... ça sort pas toujours de nulle part non plus. C'est-à-dire que... et on le voit sur Flip 7, par exemple. On parle beaucoup du jeu, mais aussi parce que le jeu fonctionne très bien, le jeu est très accessible, donc parle à beaucoup de monde. Et c'est vrai sur plein d'autres jeux, quand les gens parlent beaucoup d'un jeu... Alors des fois il y a quelque chose d'un peu artificiel, notamment quand c'est au moment de la sortie, mais quand ça dure sur plusieurs semaines, plusieurs mois, ça reflète souvent quand même certaines qualités du jeu, quoi. Ouais, mais... Puis moi je le vois, enfin tu vois, dans les fêtes de Noël, on était dans la famille de ma femme, et en fait Flip 7 tu peux le sortir facilement, ça marche avec tout le monde alors qu'il ne joue pas. C'est pas la même catégorie. Gatsby, c'est pas... Oui voilà, c'est ça. Donc c'est pas une question de meilleur, pas meilleur, pour moi c'est plutôt... parce qu'on n'aurait pas édité Gatsby, tu vois, par exemple, si on ne l'aimait pas. Mais c'est sûr que c'est un jeu qui parle à un public moins large, et donc du coup de fait t'as moins de chance, mais tu penses moins. T'as plusieurs catégories à l'As d'Or. Oui, c'est initié, je pense, Gatsby. Ah oui. Après on crache pas dessus, hein. Si veulent nommer Gatsby. Non, mais... Oui, moi je pense que c'est Flip 7 nommé en famille et puis Gatsby en initié. Mais voilà, le problème est résolu. Non, mais c'est simplement qu'on est aussi, à un moment, on admet le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on entend énormément parler de certains jeux, et mais du coup, ça élimine presque les autres, et on oublie, ce discours ambiant fait que d'un seul coup, les personnalités les principales, les jeux principaux, les produits culturels principaux sont liés aussi à ce raz-de-marée, peut-être cette flemme de regarder ce qu'il y a à côté. Mais après, on sait que le jury, sur les dernières années, et même depuis longtemps, quel que soit le jury, il y a toujours eu des surprises sur les nominations. Donc peut-être que les jeux qui discutent entre eux pensent toujours au même jeu, mais a priori, c'est pas le cas du jury. Ouais, Des Beaux Jeux nous dit: je trouve que Flip 7 incarne le principe d'un As d'Or, un jeu universel qu'on peut poser sur toutes les tables. C'est tout à fait vrai pour la catégorie principale. Et il y a d'autres catégories. On les oublie. On les oublie tellement cette catégorie-là mange les autres. Alors, on vous représente. Clément, on a l'habitude de te voir. Tu es l'un des 2 fondateurs de Catch-Up avec Seb. Ouais. On te voit régulièrement parce que tu es venu historiquement, pas dès le début de la boîte parce qu'on n'avait pas ouvert encore un monde de jeu, mais en tout cas ça fait un petit moment qu'on te croise sur la chaîne. Ouais, c'est vrai. Mathieu, tu étais déjà venu la fois dernière aussi. Ouais, l'an dernier, pour Gatsby justement, pour présenter Gatsby. Et une petite annonce, il y a un changement. Alors, on sait que tu t'occupais des réseaux sociaux de Catch-Up, de Banquise, de Diesel également. Ouais, je m'occupais même plus que les réseaux sociaux, je m'occupais de la communication pour oui, pardon, je suis résumé. Pour ces 3 clients en tant que freelance. Ouais. Et à partir de officiellement février, mais en vrai depuis décembre, je passe à temps plein pour Catch-Up. Donc vraiment pour consacrer tout mon temps à Catch-Up. Ouais. Donc toujours sur la communication plus particulièrement, mais pas forcément que. Ouais, alors avant tout pour la communication, mais effectivement, quand on passe d'un tiers-temps à un plein temps, ça laisse aussi des possibilités pour m'investir sur d'autres choses, pourquoi pas sur l'édition ou sur tout un tas d'autres choses. Ouais. Catch-Up, on est une toute petite équipe, même si là, en fait, on double la taille de notre équipe. Enfin, on double pas vraiment. Officiellement, on passe de 2 à 4. Avant, il n'y avait que Seb et Clément, même si moi, je les aidais pas mal sur la communication. Là, on passe à 4, puisqu'on a également accueilli Julien Gaillet, qui nous a rejoint là très récemment en janvier. Mais ça reste une relativement petite équipe pour un éditeur qui sort 3-4 jeux par an. Oui, puis de cette importance aussi, parce que Catch-Up, c'est plus la même chose que le Catch-Up qui a commencé quand même, en termes de... souvent, on a des personnes qui viennent au chalet, des éditeurs qui nous disent Catch-Up, c'est mon modèle. Alors que j'avais pas ça sur le début, sur Sapiens, on me disait pas forcément c'est un petit éditeur qui vient de se lancer, c'est mon modèle. Oui, c'est gentil. Après, nous, on change pas vraiment. Enfin, je veux dire, on est resté 2 depuis pas mal de temps. Ça fait longtemps que Mathieu il nous aide. Nous, de l'intérieur, on voit pas vraiment ça, quoi. Ça, c'est Julien. Ah oui, ce que ça change quand même, c'est que c'est pas forcément en termes de travail sur les jeux,
mais c'est que plus tu sors des jeux qui ont du succès, plus derrière tu as du travail sur le long terme en fait. C'est-à-dire que là sur 2026, en termes de communication en tout cas, il y a les jeux qui vont sortir, dont on va parler là, mais on essaye de continuer aussi d'accompagner Flip 7, Faraway, Château Combo, Courtisan, qui sont beaucoup vendus et qui sont encore pas mal en avant l'an dernier et qu'on va essayer d'accompagner, donc ça fait du travail. On reparle de tout ça, mais on a notre fil rouge. Maintenant, vous le savez, sur la chaîne Un Monde de Jeux, toutes les semaines, on choisit un fil rouge et on le déroule au gré des jours. Ça me permet aussi, je ne vous cache pas, d'avoir un liant, de vous dire hey, revenez demain, ne loupez pas le prochain épisode de ce petit fil rouge. Et aujourd'hui, comme hier, on vous fait un petit concours. On va essayer de voir votre expertise. Alors, vous deux qui êtes devant la table, vous avez un petit peu d'avance sur les gens qui sont sur le chat. Donc, je vous demande, si jamais vous trouvez la réponse, de me dire simplement « Ah, je l'ai !» Mais donnez pas la réponse, sinon les gens ne jouent pas et c'est sur le chat que vous pouvez gagner. Alors j'avais dit 20 patates hier, mais j'ai trouvé que j'étais... Franchement, avec Johan, on se dit on n'est pas des pingres. On ne va pas vous donner 20 patates. Donc finalement, les gagnants d'hier, je leur ai donné 50 patates. On a vraiment cassé nos économies. Et là, c'est notre modèle interne. Je sais que le reste de l'équipe m'ont dit « Mais Martin, on peut pas 50 patates, tu te rends pas compte de ce que ça représente 2 tickets et demi de tombola !» Oui, si. J'ai quand même... je me suis battu en interne, il y a eu de la discussion et tout. Aline est partie en pleurant et en claquant la porte en disant « Pas 50, pas 50 !» Vous avez 50 patates si vous trouvez la bonne réponse et les participants d'hier ont eu leurs 50 patates. Mais tu as dû le voir, Limanity, si tu vas sur ton compte UMDJ, normalement peut-être tu as un petit message et tu peux regarder. J'ai 50 patates de plus sur mon compte puisqu'elle a remporté, il ou elle, je ne sais plus, remporté l'une des questions d'hier. Alors, on vous fait découvrir le premier jeu, je vous montre un aperçu et là vous pouvez donner des réponses. De quel jeu s'agit-il ? Ah, je l'ai pas. Pour l'instant, c'est de la première image, c'est toujours dur. Accrochez-vous, parce que ça va vite. Derrière, les gens donnent leurs réponses très très vite en général. Deuxième image, on continue à dévoiler cette couverture de jeu. Est-ce que c'est quoi ça ? Tu l'as, toi, Mathieu ? Non. Non, mais je sais que j'ai déjà eu cette couve. Ouais. Si vous regardez le chat, vous avez déjà la réponse, forcément. Et on continue à dévoiler notre image. Là, la réponse était trouvée très rapidement. C'est très très rapide. Un petit morceau du titre. Bon, il n'y a plus de jeu. Là, c'est vraiment si fini, personne ne trouve. Ouais. Mais la réponse a déjà été donnée sur le chat. Et la bonne réponse sur ce premier jeu, c'était Loot. Le Loot qui a été publié par Gigamic, signé par Charles Chevalier et Laurent Escoffier, si je ne fais pas d'erreur, qui était sélectionné au Sablier d'Or il y a 2 ans. Bravo. Alors, je regarde sur le chat. Qui remporte ces 50 patates, c'est énorme, c'est fou. 50 patates, ça vaut le coup. Non, mais vraiment, c'était très tôt en tout cas, c'était sur la montagne. Ouais, sur la première image. Dès la première image, pouf, il y a quelqu'un qui était là. Qui devait être vraiment frappé par cette montagne et se dire... Et je crois que c'est Plessix, dites-moi s'il y a une erreur, et donc je rajouterai dans la journée, parce que j'ai oublié jusqu'à ce matin de rajouter les patates, je l'ai fait que ce matin. Hop, Plessix, je note 50 patates pour Plessix. Deuxième image, on continue. Et je vous rappelle qu'il y a un point commun entre les 3 images, donc il y aura également, pour le premier qui trouve le point commun, des patates supplémentaires. 100 patates. 100, tu crois ? Bon, c'est pas les miennes. Donc... regardez, là, si vous ne trouvez pas de quel jeu il s'agit, franchement, avec ce premier élément, il y a un problème. Hop, je mets le chat directement pour vérifier. On continue. Deuxième élément de l'image. Ah oui. Tu l'as déjà, toi ? Moi, je crois. C'est un jeu qui a quand même 11 ans aujourd'hui. Ouais. Ça correspond. L'âge de Mathieu. C'est pas si simple. Pour l'instant, je ne vois pas la réponse sur le chat. C'est plus compliqué. Je laisse un peu plus de suspense de ce fait. Est-ce que vous êtes visuel ? Est-ce que vous arrivez à retrouver les images ? Attention, on continue. Ah yes, là, si vous ne trouvez pas. Mais il faut un peu de culture. Ouais, je l'avais. T'es fort, Mathieu. Je crois que je l'aurais pas eu. Mais j'ai pas le lien. Je cherche, mais ne le dis pas. Je crois que bon, ça coûte pas grand-chose de dire je l'ai, quoi. C'est ce que je viens de faire. Un petit morceau de la couve là, c'est facile. Ça devient facile. J'avais pas du tout souvenir de ce petit animal sur le cube en haut à droite, quoi. Il y a Rachel qui dit
qui dit ah oui, avec des transparents. Avec 50 patates, on part en retraite. En retraite, on le dit. Point commun, je peux pas valider l'unitruc Return Bleuet quand même. C'est pas possible, même si c'était le premier à avoir. Ah non, moi je pensais que c'était Kaelus. Kaelus. Je l'avais pas du coup. Tu l'avais la pas. réédition. Je l'avais. Donc Return Bleuet, je peux pas. Par contre, je crois que c'est Essandre le premier qui le dit sur le chat. L'Unique West. Allez, hop pour Essandre. Je note. Et le dernier petit jeu. Le point commun, nous dit Super Stylet, ce sont 3 jeux choisis par Martin pour le fil rouge de ce matin. C'est 3 jeux à 50 patates. Le dernier jeu de cette sélection, je regarde, je suis obligé de lire le chat, pardon pour ce temps mort. Moi j'ai une idée avant même que tu lui montres l'image. Si j'ai le point commun. Oui. Le point commun a déjà été trouvé sur le chat. Ah, alors là, putain, je vous aide. Pas cadeau. Mais avec le point commun, tu sais qu'il y a des gens qui vont le trouver très vite. Ceux qui ont déjà le point commun entre les 3. Moi ça correspond pas à ce que je pensais. Là, vous n'avez pas. Je regarde parce qu'il y a des gens qui sont hyper malins et qui. Je regarde. J'ai envie de laisser un tout petit peu de temps parce que tu sais, tu trouves le point commun et après, on continue. Regarde, il y a du bleu, il y a du vert aussi. Mais le vert, il est particulier. Alors, je crois que j'ai le jeu, mais je vois pas le point commun du coup. Ah ouais. Le jeu a déjà été trouvé sur le chat, juste avec le bleu. Oh, joli. Putain, ouais, là c'est facile. On va se faire taper au bureau, franchement, de pas avoir trouvé ça. Tu l'avais le jeu ? Sur la deuxième image, pas sur le bleu. Par contre, De toute façon, elle ne saura pas, elle n'est pas réveillée à cette heure-là. Voilà, là c'est facile là maintenant, normalement. Il y a des replays. C'est pas si simple avec des petits carrés comme ça, tu sais. C'est à cette image-là, peut-être que je l'aurais vu. Je sais pas, moi je me rends pas compte de comme je prépare le jeu. Évidemment, c'était Blockness, le jeu qu'il fallait trouver ce matin. Et la personne qui l'a trouvé juste avec des carrés bleus, je pense que c'était par rapport au point commun, j'imagine en tout cas, parce que sinon, franchement, vous êtes incroyable. Alors, qu'est-ce qui a trouvé Blockness en premier ? J'ai le point commun, nous dit Unlevé. Des jeux avec 2 os à l'intérieur, non. Je crois que c'est... Mince, je suis perdu. Je cherche un petit peu, est-ce que j'ai... Ouais, non. C'était après. Hein. Ouais, c'est ça. Le premier, c'est Super Nono. Super Nono qui remporte... 50 patates. 50 patates. Et le point commun est pour Cédric Millet, qui a trouvé Laurent Escoffier, qui est l'auteur de ces 3 jeux. C'est pour ça que j'ai arrêté de vous dire les auteurs des jeux. À un moment, je me suis dit, peut-être pas le dire à chaque fois quand même. Donc Blockness, Laurent Escoffier, évidemment. Et puis juste avant, donc, on était sur l'Unique West, qui est signé Laurent Escoffier et David Franck. Donc hier, il fallait trouver Vincent Dutray. Aujourd'hui, il fallait trouver Laurent Escoffier. Et puis demain, rendez-vous demain pour savoir ce qu'il faut trouver. Et on continuera ce petit fil rouge assez rigolo. Bravo, hein, vous êtes forts. C'est clair qu'ils sont forts, parce que franchement, Blockness, là... Ouais. C'était pas si facile. Ouais, c'est clair. Je me demande s'il est toujours disponible en boutique, l'Unique West notamment, que j'avais beaucoup aimé. Combien de temps durent les jeux ? C'est une question qu'on peut vous poser aussi, parce que dans votre catalogue, quels sont les jeux les plus anciens de Catch-Up Games qui sont toujours disponibles ? Est-ce qu'on a toujours... Sapiens, non, j'imagine. Non, et puis Paper Tales. Paper Tales, c'est encore disponible. Ça doit être le plus ancien. C'est probablement Paper Tales, puisque c'était notre 5e jeu. Donc... est disponible sous une nouvelle édition, mais ouais, toujours dispo. Oui, on avait fait la grosse boîte, là, il y a quelques années. Mais oui, effectivement, c'est le plus ancien, c'est lui, puisque les 4 d'avant, non, c'est mort. C'était Sapiens, Sol, Freak Shop et Étoile Virose, non. Il date déjà pas mal, il s'approche de sa 10e année celui-là, non ? Paper Tales, c'est 2017, septembre 2017. De l'année prochaine, il faut faire une fête. Les 10 ans de Paper Tales, putain, c'est un coup de vieux, quoi. Les coups de vieux, on en prend tous les jours maintenant. C'est parce qu'on est vieux. Quel hasard. Refaites Sapiens, nous dit Rachel. Alors, est-ce que le marché l'autorise ? Ça, c'est une question que moi je me pose souvent, c'est que des jeux comme ça, on aimerait qu'ils existent. Et est-ce qu'il y a des modèles pour... on n'est pas encore à la production à l'unité, à la demande ? Ouais, c'est compliqué, parce que c'est tout de suite beaucoup de trésorerie. Et bon, en plus, c'est de la trésorerie pour nous, mais c'est aussi de la place pour les boutiques. Oui. Ça fait longtemps que les boutiques ont plus de place. Je pense que ça, c'est pas un modèle boutique. Non, c'est ça. Ça veut dire que tu le vendrais sur ton site. Mais tu vois, nous, on était 2, on est 4 maintenant. Alors tout à l'heure, on a oublié Caro quand même, qui bosse énormément pour nous sur l'événementiel. Oui, bien sûr. En freelance, mais.
Oui, ça voudrait dire qu'on aurait quelqu'un qui s'occuperait d'envoyer des Sapiens, et puis surtout on les stockerait, parce que BlackRock, notre tistributeur, si on lui dit tiens, tu vas pas nous stocker 500 Sapiens, ils vont dire bah non. Enfin, tu vois, ça prend de la place quoi, si tout le monde commence à faire ça. C'est pas comme les jeux vidéo ou les jeux vidéo sur des plateformes comme Steam en démat, tu peux, ou même d'une manière générale. Il n'y a pas de raison, quoi. En fait, c'est l'interface qui parfois rend les jeux vidéo obsolètes, mais par contre, il n'y a pas de raison de ne plus les proposer. C'est vrai que sur le jeu de société, l'objet amène à un modèle boutique qui aujourd'hui nous oblige, et moi j'aime beaucoup les boutiques, je ne suis pas du tout en train de vous dire que j'aimerais bien que ce modèle disparaisse, c'est pas du tout la question, parce que sur la nouveauté, c'est l'évidence, mais ça nous empêche finalement il faudrait vraiment de l'impression à la demande en réalité, avec un prix qui serait peut-être pour l'instant pas optimum. C'est ça, et puis en plus ça serait pas tout à fait la même qualité, parce que sur je vais rentrer dans les détails, mais sur l'impression à la demande, tu peux être obligé de faire du numérique, tu peux pas faire du offset, et donc tu peux pas faire tourner des rotatifs, tu vois, pour imprimer 100 exemplaires ou 50 quoi. Ça me fait rêver un peu quand même, parce que Sapiens c'était trop bien, on aurait envie d'y rejouer, d'y rejouer, on peut toujours, moi je l'ai donc je peux y rejouer, mais bon, on partage, c'est une chaîne de partage, donc on a envie de pouvoir vous dire achetez-le, c'est trop bien. Après Sapiens, j'ai vu il y a pas longtemps sur BGA, et c'est assez violent quand même. Nous, à qui on reproche souvent de faire des jeux sans interaction, putain, Sapiens c'était violent. On trouve une place au chalet, on les vend en exclu. Mais il va nous falloir 4 chalets. Tu vois la taille des entrepôts. Puis alors, tous les jeux qui se vendent plus, tu sais, c'est un modèle économique incroyable. Vous avez changé de logo cette année, donc je vous remets l'ancien logo. Celui-ci, je sais qu'on va y rester attaché un moment parce que ça évoque une partie de nos vies, tout simplement. C'est quand on voit ces images. Là, pour l'instant, c'est encore frais. Ça fait pas très longtemps qu'il a disparu d'une certaine manière ou qu'il va disparaître des boîtes. Mais par contre, on y est attaché. Ça raconte plein de choses, ce petit... c'est les 10 premières années, quand même. Ouais. Donc on est passé à celui-ci. Hop, nouveau logo, rafraîchi. Ouais, par Amélie Maréchal, qui est une graphiste lyonnaise. Est-ce que ça signifie quelque chose derrière ce changement ? Est-ce qu'il y a une ligne aussi qui change ? Non, pas vraiment. C'est moi qui l'avais proposé à Sébastien, mais il y a déjà quelques années, en fait. Je trouvais que notre logo, il était un peu vieillissant, qu'on pourrait faire quelque chose de plus dynamique, un peu pour renouveler, quoi. Il nous avait suivi pendant pas mal d'années, et Seb était ok sur ça, donc on a un peu discuté, on a proposé à Amélie, qui est une personne de Lyon qu'on connaît, qu'on apprécie, qui est dans nos bureaux maintenant, et voilà. Il y avait aussi cette volonté de rajouter un peu de couleur. C'est vrai. Et d'avoir une couleur un peu forte, un peu reconnaissable. Sur l'autre logo, il était noir et blanc. Du coup, notre identité graphique tournait beaucoup autour du noir. Et c'est un peu triste. C'est triste quand on est sur un salon, tu vois. Surtout que nous, on fait pas du gros jeu, on fait pas du jeu expert, on fait d'initié, des fois du famille, tu vois. Et quand tu es sur un salon, les nappes sont noires, les t-shirts sont noirs. Voilà. On s'est dit c'est l'occasion de rajouter un peu de couleur, tout en gardant quand même le noir, qui est quand même ce qui était là dans le premier logo, quoi. Comme ce bandeau. Donc là, vous verrez sur Cannes le mois prochain, on aura ce rouge framboise par petites touches. Tout notre stand ne va pas être de cette couleur, mais c'est une couleur qu'on espère imposer un peu comme c'est ketchup. C'est ketchup. Changement de logo, alors on a parlé du changement sur Hachette, finalement chez vous ça a été un changement qui ne s'est pas accompagné d'un changement d'équipe, parce que vous êtes toujours aux commandes, voire même l'équipe s'agrandit, comme tu nous l'as dit Clément. Oui, tout à fait. Alors il y a quand même aussi des gens qui sont en transverse chez Hachette, qui travaillent pour d'autres studios qui appartiennent à Hachette et qui nous aident depuis qu'on est chez Hachette, qu'on voit pas. Je pense par exemple à Donia à la prod, qui fait un travail de fou pour nous que personne ne voit. Mais oui, nous on n'a pas changé, on est toujours là et fidèle aussi avec son fait, tu vois, on travaillait avec Mathieu en freelance depuis quand même pas mal d'années, je sais plus quand. Depuis 2020. C'est pré-Covid, quoi. Et puis Julien, c'est aussi qui nous a rejoint 2022, là. 2022. Ouais, il me semblait que c'était post-Covid. Non, 2020, parce que j'ai commencé en même temps. Mais au tout début, il y avait Fall of the Ancient, tout ça. Il y avait quoi ? Un KS qui n'a jamais vu le jour. Ouais, puis, les jeux qui n'ont pas vu le jour. Ouais. Et puis quand je suis passé en freelance en 2020, je travaillais pour Longpack et je pense que j'ai commencé à travailler pour vous un peu en même temps. Et Julien Gaillet qui nous a rejoint, là c'est quelqu'un qu'on connaît depuis avant, en fait on était dans la même asso de joueurs, c'est lui qui nous a présenté l'auteur de Sapiens, Cyril, il y a peut-être 12 ans maintenant je crois. Voilà, donc oui, on change pas et on reste un peu avec les mêmes personnes.
On lui parle beaucoup de François Hollande à Julien Gaillet ou pas du tout? Non, pas vraiment. Non. J'avais pas pensé, c'est vrai que c'est pas. À une lettre près. C'est fou, hein, ça s'est pas joué à grand chose. Sa vie a dû changer à un moment. On lui en parlera. Je pense qu'on l'a embêté pendant une période. C'est son histoire de scooter là. Ouais, c'est fou ça quand même. Tu t'as posé une question qui m'intéresse beaucoup. Et je l'avais prévu, tu vois, je me l'étais noté dans un coin. Et tu l'évoques justement, un Kickstarter qui n'a pas eu lieu. Alors peut-être pour un jeu qui a eu lieu, ça j'en sais rien, mais non, qui n'a pas eu lieu non plus. Ben justement, actuellement, on vous reproche pas, mais on signale que les jeux catch-up sont des jeux qui sont agréablement surédité. Je sais pas comment le dire parce que moi je trouve pas que surédité. La question de la surédition, moi c'est quelque chose que de manière générale je ne partage pas. Quand les gens nous disent ce jeu est surédité, à chaque fois je me dis mais on dit pas d'un hôtel qu'il est surchic ou on a du plaisir à avoir des choses bien faites. Mais vous développez vos jeux au maximum avec, on l'a vu hier, on va vous le montrer sur la boîte de Red Notice, c'est pas juste une boîte carton à l'intérieur, tout a été pensé, tout a été calibré au millimètre. On a un plaisir de dingue quand il y a un jeu catch-up à l'ouvrir en se disant waouh, c'est catch-up, ça va pas être comme les autres, ils sont au bout de l'idée, c'est au top du top. Et moi je le ressens, je le dis parce que je le pense. Merci. Et derrière ça, c'est toute une démarche d'édition, de réflexion sur comment il faut faire. Et parfois, la question se pose de est-ce que tous les jeux que vous signez, est-ce que vous les amenez au bout? Est-ce qu'il y a des abandons? Est-ce qu'il y a des jeux qui de ce fait ne correspondent pas à vos critères et vous les laissez partir en cours de route? Ouais, mais c'est pas sur de l'édition. Enfin, je pense que tous les éditeurs font ça. Il y a des jeux, malheureusement, sur lesquels on n'est pas arrivé à trouver de solution, ou on n'était pas satisfait de là où on l'amenait avec l'auteur. Mais c'est pas de l'édition, c'est souvent du gameplay, en fait. Oui. C'est vraiment ce premier truc. C'est les mêmes ordres d'idées. Tu réfléchis au gameplay, tu réfléchis à la boîte, tu réfléchis à tout. Il y a un moment, si t'es pas convaincu, est-ce que vous êtes capable, je reformule la question de manière plus intelligible, est-ce que vous êtes capable de laisser tomber un jeu, ce qui pour moi est une preuve, c'est cruel pour les auteurs et pour tout le monde, c'est très dur. Mais c'est une preuve de qualité. J'ai pas la réponse, si je la pose c'est parce que je ne sais pas, je me suis posé la question. Oui, si, ça nous arrive quand on n'arrive pas, quand on n'est pas convaincu, puis t'as de l'essoufflement en fait. L'important c'est de travailler les jeux comme d'habitude, parce que tu travailles avec des personnes, avec des auteurs, voilà. Et donc du coup l'idée c'est pas de garder un jeu pendant 2 ans, de pas le travailler et dire finalement ça nous amuse plus. Mais il y a des fois, en fait quand tu signes un jeu et tu te mets d'accord avec l'auteur, en tout cas nous c'est la façon dont on procède, on dit on aime bien, mais par exemple il y a ça qui nous pose problème, mais il faut qu'on trouve une solution. Et souvent on pense qu'on peut le faire, mais en fait on n'y arrive pas tout le temps, ni l'auteur ni nous. Et quand ça fait plusieurs années que tu es sur le sujet et que tu n'arrives pas, que tu t'essouffles, des fois il vaut mieux en fait rendre les droits à l'auteur et arrêter là, quoi. Mais ce que voulait dire Clément, c'est que je pense que ça nous est jamais arrivé d'avoir un jeu, d'avoir le bon gameplay et de nous dire on va pas le faire parce que matériellement on trouve pas la solution. Pour éditer en termes matériels en fait. Le matériel, comme tu dis, on va au bout de l'édition, mais c'est toujours au service d'un gameplay qui a été développé, et parfois c'est sur cette phase-là où on n'arrive pas à trouver la clé pour mener le jeu au bout, quoi. Mais ça se fait toujours sur cette première phase de développement. Une question de Hal, je suppose, là on rentre dans les détails qui sont peut-être plus complexes à révéler, mais est-ce qu'il y a parmi ces jeux abandonnés, il y en a qui sont revenus chez d'autres éditeurs? Je ne crois pas. Non. Je me trompe peut-être, franchement. Mais après, on n'en a pas abandonné tant que ça, parce que c'est difficile. C'est souvent, mais surtout, il y a un investissement sur le développement d'un jeu. Donc quand on l'abandonne, on abandonne aussi cet investissement. C'est ça. Après, on espère que ce développement qu'on a fait avec l'auteur, il profite quand même à l'auteur d'une manière ou d'une autre. Mais je crois quand même que c'était souvent des trucs qui étaient assez... des moments qui ont généré beaucoup de déception à la fois pour nous et pour les auteurs. Et... probablement que t'as pas trop envie non plus quand t'es... En fait, c'est difficile en fait, c'est quand même un échec pour tout le monde, et donc c'est peut-être difficile derrière de se dire tiens, je vais repartir, trouver un autre éditeur. C'est pas autant l'investissement en temps, parce que ça, je pense que t'es toujours prêt à te dire tant pis, je m'arrête là, et c'est pas grave pour le temps investi, mais c'est plus effectivement pour les auteurs de se dire on a fait tout un cheminement et puis tout d'un coup ça s'arrête parce qu'on trouve pas de solution. On a Pierrot qu'on surnomme Amiga parce qu'il balance des disquettes. Tiens Mathieu, il y a un moment tu vas vieillir, tu vas changer un jour. C'est ma boule, 20 ans qu'il bouge pas le gars. Non mais vraiment, Pierrot arrête de draguer sur le chat là. Ça veut dire qu'il y a 20 ans j'avais déjà l'air d'avoir cet âge là. Aïe. Est-ce que vous sortez 2-3 jeux par an avec les extensions, combien vous avez de jeux dans vos bagages là actuellement, justement, on déroule le fil. Pas mal. Parce que là, tu vois jusqu'à quelle date?
Là, ce qu'on disait, c'est que nous, on cherche 2 ans à l'avance, généralement, pas avant, tu vois. On avait arrêté de chercher des protos fin d'année. C'est les retours qu'on faisait aux gens qui nous contactaient parce qu'on avait déjà trop de jeux dans les cartons et qu'au bout d'un moment, tu peux pas tout traiter. Ah, mais ça, c'est dur quand même. Quand t'es passionné, l'un des plaisirs, on est d'accord quand même qu'un des plaisirs incroyables, c'est la découverte du proto où tu dis, oh, c'est un catch-up. Hé, les gars, j'ai un catch-up. Ouais, après, le piège, c'est un peu ça. C'est de te dire, ah bah ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien, de te retrouver avec trop de projets et pas pouvoir les mener de front. Et ça, c'est quand même. Nous, notre objectif, c'est quand même, avec les auteurs, tant que faire se peut, de rester tout le temps en contact sur enfin, tu vois, voilà, de pas mettre de côté. Donc, tu peux pas gérer plein de projets à la fois. Là, on a le line-up de 2027 et en fait, c'est un peu fluctuant, pardon, je vais dans tous les sens, mais parce que plus on approche, plus on sait évidemment quel jeu est terminé. Tu vois, par exemple, c'est très clair sur 2026, ça allait un peu moins sur 2027, ça allait moins sur 2028 parce qu'il y a justement des temps de développement ou d'édition qui sont un peu impondérables et des fois tu penses que ça va aller vite, puis en fait c'est un autre jeu qui passe devant. L'important c'est toujours de mener tous les projets de front, quoi. On en revient à ce qu'on disait, que dans le développement, souvent quand on signe un prototype, on voit à peu près les problèmes à régler, les choses à développer, et que par contre on ne sait pas combien de temps ça va nous prendre. Des fois il y a un problème qui semble assez important et puis tu as la bonne idée avec l'auteur qui fait que ça débloque tout, et puis des fois il manque pas grand chose mais t'arrives pas à trouver toutes les solutions que t'apportes, ça décale d'autres choses, voilà. Donc tu peux pas trop prévoir ça. L'exemple que je prends souvent, c'est After Us qu'on a fait avec Florian Siriex. Quand on a signé le jeu, Florian il avait pas d'enfant, et quand il est sorti, il en avait 2 et c'était pas des jumeaux. Voilà. Donc voilà, c'est un truc comme After Us, c'est 5-6 ans, tu vois. Et on s'est pas essoufflé, et c'est pas gagné, quoi, au bout de 5-6 ans quand même, que tu restes motivé comme au premier jour pour développer le jeu. C'est des jeux qui se développent sur le long terme, mais l'éditeur, c'est pas que produire les jeux, trouver les moyens techniques pour le faire, il y a tout cet aspect de création. Et alors restez sur cette émission, parce qu'on va vous montrer juste après le développement notamment de Luciole, dont on vous parle sur le line-up 2026, et on voit bien à travers un jeu comme ça que quand vous recevez le proto au départ, vous vous dites, ah oui, on peut faire ça. Il doit y avoir ce moment-là où vous dites, ça s'allume dans la tête en disant, mais imagine, on fait une BD de 36 pages par joueur différente. Des trucs on propose ça aux auteurs, ils doivent décoller, ils vont décoller parce que forcément ça fait rêver, ça fait monter au 7e ciel, et ça vous amène aussi une excitation du développement. Oui, alors des fois tu fais des conneries, là, ce truc de faire 2 BD de 36 pages, mais ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est difficile de se retenir là-dessus, de se dire ok, là je regarde rien, parce que cette excitation-là, c'est une drogue aussi, quand on est créateur de jeux, l'envie de développer d'autres choses. Ouais, ça c'est hyper plaisant. Et puis là en plus je suis ça occupe beaucoup de mes journées actuellement, Luciole, parce que voilà, c'est un projet qui, même si ça va pas être un gros jeu, c'est lourd en dev qu'on fait avec Johan Goupy et Joachim Thome, les 2 auteurs, et puis Maud Chalmel aussi parce qu'elle a une part très importante dedans étant donné que c'est une BD. Oui, c'est sexy, c'est aussi sexy quand ça marche, tu vois, quand t'es excité et puis que t'arrives jamais à trouver la solution, t'es embêté, enfin voilà. Là, effectivement, quand tu vois les choses qui évoluent au fur et à mesure et tu te dis, on s'approche du but même s'il reste pas mal de travail, bah ouais, c'est excitant, et c'est aussi pour ça, enfin c'est surtout pour ça en vrai qu'on fait ça, qu'on a la chance de pouvoir faire ce métier maintenant, quoi. Et je pense qu'avec l'expérience, tu sais aussi savoir quand ton excitation, ce qu'elle implique derrière, en fait. Ouais. Parce que si tu es super excité mais que tu sais que ça va te prendre 2 ans de travail et que ça va être tu vois, très, très, très compliqué, etc., tu apprends un peu à relativiser, à être plus réaliste, quoi. Nous après on a eu de la chance d'avoir des jeux qui marchent bien, les Far West, Courtisans, tout ça, et qui nous laissent aussi plus de temps pour faire des jeux comme ça. Ça fait longtemps qu'on s'est dit ça en fait avec Seb, on se disait il y a différentes typologies de jeux, t'as ceux qui demandent beaucoup de travail, t'as ceux qui en demandent moins, tu vois, et tu te dis faut toujours trouver la balance sur les jeux qu'on signe entre ceux qui ont besoin de beaucoup de boulot. Quand on signe After Us, on savait qu'il y avait beaucoup de boulot, on savait que ça serait pas possible en un an. Il y a d'autres jeux, quand on les signe, tu te dis ça voilà, c'est déjà beaucoup plus avancé, il y aura moins de travail, donc du coup l'idée c'est aussi de mixer les trucs comme ça, dire ce qui te permet d'avoir des sorties et puis des projets qui sont pas mieux, mais en tout cas sur lequel tu sais qu'il va falloir bosser plus, t'auras forcément besoin de plus de temps, et voilà. C'est bien de pouvoir le prendre. On va parler quand même du line-up de 2025 parce que c'est chouette de pouvoir revenir sur ces jeux. On a Macrier qui nous demande quand est-ce que sort Flip 8, la suite de Flip 7. Il n'a pas trop aimé le Flip 1. Flip 1. Bon, ok.
Merci pour vos jeux incroyables, nous dit Méthode X sur le chat. C'est gentil. J'ai adoré Paper Tales. Est-ce qu'il est possible de mettre l'extension Roi Lige en print and play? Elle est plus trouvable, celle-ci. Plus trouvable, c'est quoi? C'est la... Ouais, oui, c'est très possible qu'elle soit plus trouvable. C'est la première extension. S'il dit Roi Lich, en fait, il y avait une partie, la partie avec le Roi Lich, c'était la partie solo. Et pas la partie... Enfin voilà, il y avait deux trucs. Tu pouvais jouer de 6 à 7, il y avait des nouveaux bâtiments, des nouvelles unités, et une petite partie solo à côté. Ouais, elle est en vrai facile à trouver, mais en achetant l'intégrale. Si on a déjà le jeu, c'est vrai que c'est un peu... Ouais, t'as pas ça fait cher le mode solo, quoi. On a Annelise qui nous dit meilleure matinale sur mon Vélove. C'est quoi un Vélove? Annelise 71-69, c'est ma femme. Ah d'accord. Et le Vélove, c'est les vélos électriques. C'est les vélos électriques à Lyon. Enfin, pas forcément électriques, mais c'est les vélos en autopartage. D'accord. C'est les Vélib lyonnais. D'accord, bah, ok. Qui s'occupe de la DA chez vous, nous demande Crotte de Bic, parce que Paper Tales, Faraway, Courtisan, Château Combo, Catch-up a vraiment trouvé une belle signature. C'est vrai que vous avez l'œil là-dessus. C'est un peu de l'interne, ça. Ouais, c'est nous, en fait. On travaille en chef de projet, de toute façon, avec Seb, depuis après Paper Tales, je crois. On s'est dit, tiens, on va chacun prendre les projets. Quand on signe un projet, il y en a un ou deux qui le prend, soit Seb, soit moi, et c'est le chef de projet qui s'occupe de la DA. Après, on laisse énormément de place aux illustrateurs, tu vois. Ouais. Des jeux comme... Là, je parle des jeux sur lesquels j'ai travaillé, parce que c'est ceux que je connais le mieux. Des jeux comme Courtisan, comme Faraway, et même comme Luciole qui arrive, ou même Red Notice, là. Il y a énormément de liberté laissée à l'illustratrice ou l'illustrateur, et c'est aussi pour ça qu'on va aller chercher, tu vois. Je pense à Courtisan, Noémie Chevalier, elle avait pas fait de jeu avant, et finalement c'est sa DA à elle que je vais chercher, entre guillemets, en me disant bah tiens, par rapport à tout ce qu'elle a fait, je pense que ça pourrait coller à un jeu comme Courtisan. Je trouve que c'est l'ambiance, et du coup on en discute, je lui donne un peu des directives, et puis je lui laisse pas mal de liberté par rapport à ce qu'elle... Moi j'ai tendance à penser qu'un illustrateur, quand tu lui un illustrateur comme n'importe qui, en fait, quand tu laisses faire aux gens ce qu'ils aiment, ben souvent ils sont plus motivés, ils y arrivent mieux, enfin ils peuvent s'exprimer plus librement. Et donc j'ai tendance à laisser de la liberté aux illustrateurs avec qui je travaille. Pas surtout, il y a des trucs où tu te dis bah non, ça c'est pas possible, ergonomiquement on a besoin de ci, on a besoin de ça, ouais. Tu vois, mais... On a eu un peu d'aide aussi en termes de DA sur Faraway avec Benjamin. Ouais, carrément. Là, c'était Benjamin Trelou. Première et la seule fois où on travaille avec un directeur artistique en binôme avec un illustrateur. Et puis on a régulièrement Jérôme Soleil qui... au graphisme. C'est pas de la DA, mais c'est du graphisme. Et je pense que autant sur chaque jeu, en termes d'illustration, on ne cherche pas forcément à avoir une unité. On a des jeux avec des DA très différentes. Autant sur la mise en page des règles, par exemple, c'est pas mal d'avoir... Enfin, c'est pas quelque chose qui est très facile à faire, donc quand tu arrives à faire les choses bien, c'est bien de les reproduire sur d'autres jeux en répétant un peu les bonnes recettes, et là-dessus on fait bien confiance à Jérôme. Ouais. On a Mochalmel qui nous dit un vrai plaisir de travailler aussi comme ça avec vous. On a Steve qui pose une question. Vous êtes bavard ce matin sur le chat, qui nous demande comment est venue l'idée d'aller chercher Noémie Chevalier. C'est sur Courtisan, Noémie Chevalier. C'est sur Courtisan, c'est du sourcing, quoi. C'est du temps passé, elle est regardée Alors on est contacté par beaucoup d'illustrateurs, d'illustratrices. Mais elle avait déjà fait un jeu, Noémie Chevalier, non, elle n'avait pas pu. Elle m'en avait parlé. Elle avait eu un projet de travailler avec Hicham de Studio H sur un jeu, mais en fait, elle travaille beaucoup en littérature jeunesse, en fait, et elle est très prise. Et du coup, elle avait pas le temps. Et là, en fait, on avait un peu de temps sur Courtisan. Je l'avais contactée très en amont. Donc là, elle avait le temps. Elle était contente. Elle a refait des jeux depuis. Ouais, d'accord. Notamment pour la boîte de jeux. Mais voilà, c'est du sourcing, en fait. C'est passer du temps sur différents sites, sur des ArtStation, pour voir le style des gens et de se dire ah tiens, ça un jour peut-être. C'est pas que les gens qui nous contactent. Et puis c'est ça qui alimente aussi, qui nourrit aussi votre... Enfin, tu vois, quand tu cherches une DA pour un jeu, quand tu as déjà vu plein de styles, c'est plus facile d'imaginer des choses, quoi. C'est ça. Alors on regarde très rapidement c'est la ligne de 2025, donc il y a eu Courtisan, c'était 2025 ou c'était déjà 2024 15 mars 2024. Ouais, ça me semble bien. Internet. Bah oui, en plus, ouais. Donc Château Combo, tout ça c'est 2024. Flip 7 début d'année. Ouais. Puis Gatsby qu'on était venu présenter ici en milieu d'année, et en fin d'année on a eu 2 extensions, une pour Château Combo et une pour Faraway.
Voilà, sous un ciel d'étoiles. Au cachot et sous un ciel d'étoiles pour Faroé, voilà, pour les 2 petites extensions qui sont sorties en fin d'année, donc 4 entrées, moins de travail j'imagine sur un Flip 7, même si le succès du jeu doit vous demander quand même un peu de logistique et d'organisation. Ouais, surtout en prod, on gère aussi l'export, et c'est là que Donia nous aide énormément. Vous gérez l'export alors attends, parce que Flip 7 c'est une localisation. Ouais. Donc c'est un jeu qui a déjà une vie aux États-Unis, très très forte. Très très forte. Donc forcément c'était un beau cadeau de l'avoir dans son catalogue. Mais tu me dis que tu gères de l'export. On gère de l'export hors langue anglaise en fait, parce que c'est une très grosse marque, mais c'est une très grosse marque américaine qui fait pas énormément d'export en elle-même, tu vois. Soit t'as les services ou pas. Et nous, comme on est très appuyé par BlackRock Export, c'est eux qui gèrent l'export comme ils gèrent l'export de nos autres jeux, mais c'est nous qui nous sommes occupés aussi de faire cette petite boîte. Eux, ils avaient une grosse boîte. On a aussi changé un peu la règle, et c'est cette version-là qui est exportée dans les autres pays du monde. En fait, The Hop nous cherchait quelqu'un pour s'occuper vraiment de toutes les versions étrangères. Ouais, donc ils nous ont légué les droits monde sauf anglais, sauf langue anglaise. C'est un sacré cadeau, non? Enfin, je sais pas, je trouve ça chouette. Oui, on était contents aussi. Surtout qu'une fois qu'on fait le travail pour la version française, derrière BlackRock Export le propose à leurs partenaires comme ils proposeraient nos jeux, donc ça leur fait du travail, mais c'est aussi c'est un beau cadeau comme tu dis. J'ai une petite question, vous préférez revendre 100 000 exemplaires de Flip 7 en plus cette année, ou être sélectionné à l'As d'Or pour Gatsby? Attends, est-ce que tu vas répondre, Ludo? Écoute. Ah mais ok, attends. Non, mais pour la vérité. C'est pas pareil, une sélection à l'As d'Or, clairement. Une sélection à l'As d'Or? Ouais. Ah bah, je suis pas à 100 000 exemplaires près. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Alors, Flip 7, ça marche très très bien. Nos autres jeux aussi avant marchent très très bien, donc nous on a cette chance-là. Donc c'est un peu prétentieux. L'As d'Or, moi je l'attends pas, mais le seul moment où ça nous est arrivé, c'était un bonheur incommensurable. Ça reste pendant longtemps, t'es sur un nuage, au-delà de. Enfin, voilà, c'est assez indescriptible en fait, parce que c'est quand même le plus gros prix français. Et donc du coup revivre ça sur un jeu qu'on a fait en propre, c'est exceptionnel. Et comme tu disais, on n'est pas à 100 000 boîtes près sur. On n'est pas à 100 000. C'est vrai, c'est hyper prétentieux. C'est fou. Non, mais c'est fou. Ludo qui dit je suis pas bien réveillé, vous avez annoncé 100 000 boîtes de Gatsby, il est en train de surveiller son compte en banque là. non, malheureusement non. Alors ça c'était le line-up de 2025, il est super chouette évidemment, ça fait 2 très belles années qui viennent de se succéder, même 3 parce que Far Away c'est encore l'année d'avant. Far Away c'est 2023. Ouais. Enfin ouais, c'était 2023, oui, puis avant on avait Mind Up, on a After Us, on a de la chance d'avoir depuis pas mal de temps maintenant, même The Loop, tu vois, à l'époque, j'en oublie, donc c'est pas très sympa pour les auteurs, mais ça fait quelques temps qu'on a de la chance d'avoir des jeux qui marchent, en tout cas suffisamment pour nous permettre d'en vivre, et maintenant suffisamment pour nous permettre de recruter aussi d'autres personnes pour nous aider. C'est vrai que le truc un peu nouveau quand même, c'est avec Far Away, un jeu qui marche aussi bien et qui continue de très bien marcher, puisque l'an dernier ça fait partie aussi des meilleures ventes, de nos 4 meilleures ventes, et qui sont les 4 à des niveaux assez plus importants que ce qu'on avait vu avant, quoi. Clairement, ouais. En sachant qu'on n'était déjà pas à plaindre avant sur des jeux comme The Loop, Paper Tales, Mind Up, ça. Mais ce qui est chouette aussi, c'est bizarre de le dire comme ça, mais Catch Up Games, ça a commencé tranquille. Le début, je ne sais pas si c'était viable ou pas au départ, c'est pas la question, mais ça a commencé assez tranquillement, et finalement ce décollage, et si vous n'êtes pas une de ces fameuses boîtes qui commencent sur un énorme succès et qui après rament pour essayer de le retrouver, il y a une sorte de... c'est comme dans ces mangas où le héros il a du mal au début, puis à la fin il casse la figure à tout le monde, c'est trop facile. Ouais. C'était un peu le pari, tu vois, c'était un peu de se dire on n'a pas besoin... on cherche des mauvais jeux au début, c'est pas le cas en plus. Comme ça on voit ce qu'il faut pas faire. Non, pas du tout. C'était le pari, quoi. J'imagine qu'on a progressé aussi avec le temps, à force de voir des jeux, de jouer à des jeux, enfin je veux dire pas des jeux du commerce, mais voilà, on a progressé sur l'édition, je pense, et voilà, et puis tu as une sorte d'effet boule de neige, c'est-à-dire que chaque fois que tu as un jeu qui plaît un petit peu, et tu gardes quelques personnes, un petit pourcentage de ces personnes qui ont bien aimé, qui se disent tiens, et le prochain jeu qui sort, je vais m'y intéresser, etc. Et donc c'est sûr qu'à partir du moment où tu as déjà des trucs comme Paper Tales ou The Loop, ça aide beaucoup, ou même Mind Up, et puis après quand tu as des trucs comme Far Away, j'imagine que ça pousse les gens. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas ce que c'était Catch Up avant Mind Up ou Far Away, tu vois. Et cet effet win-to-win, en fait, tu le retrouves dans plein d'aspects, parce que les auteurs aussi qui voient que
t'édites des jeux qui sont bien édités, qui plaisent pas mal, ils vont venir te proposer en premier choix. Premier choix. Et puis même sur Flip 7, il y a quelqu'un dans le chat qui disait ils vous l'ont proposé suite à Faroe. Je pense qu'il y a un peu de ça. C'est passé par BlackRock, mais BlackRock c'était suite à MindUp aussi. Quand ils proposent à The Up de bosser avec nous, ils peuvent leur montrer nos jeux qui ont déjà bien marché. C'est ce que dit Pierrot, oui, plus ça marche. Il y a quand même de ça. Il y a un cercle vertueux dans lequel, une fois que tu as de la chance de rentrer, les boutiques te font confiance, c'est sûr ce que dit Pierrot. Pierrot a tout juste, quoi. La correspondance au marché, parce que le marché il évolue. À un moment, quand tu es dans une catégorie, est-ce qu'il faut toujours se renouveler? Ça, c'est l'autre question qui va se poser derrière. Tu vois, un truc comme Faraway, par exemple, il y a aussi un coup. Alors, nous, quand on voit Faraway, je crois qu'on le signe en 24 heures, on se dit ah, c'est trop bien, voilà. Mais Faraway, il arrive aussi à un bon moment. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où c'est post-Covid, tu as la crise, tu as moins envie de payer. Enfin, tu te dis, le budget pour faire des jeux, il réduit. Puis Faraway, il arrive pile à ce moment-là où tu dis, tiens, ça, c'est un jeu à 20 balles, où en fait, il y a de la réflexion, on dit tiens, ça existe. Et donc je pense qu'il est aussi très servi par l'époque. Ça veut pas dire que 5 ans plus tôt, 5 ans plus tard il marchait pas, mais en tout cas il arrive pile au bon moment. Et ça c'est imprévisible, tu vois. Nous on s'est pas dit attention, bientôt les gens, ça va être la crise, les gens auront moins d'argent, on fait pas ce genre de choses, tu vois. Diogo Femto pose une question à laquelle nous allons répondre maintenant, parce qu'on va vous parler du line-up 2026, donc des jeux qui arrivent cette année en boutique. Est-ce que cette sécurité, est-ce que Flip 7 apporte une sécurité financière qui vous permet de prendre des risques? Justement, vous allez voir que moi je trouve qu'il y a des risques dans le line-up des 3-4 jeux qui arrivent. Il y a quand même des choix qui ne sont pas si évidents que ça. Ouais, même au-delà, je sais pas ce qu'on peut révéler dans les jeux qui arriveront derrière. Si, ça a déjà été révélé sur la suite, il me semble. Parce que vous avez tendance à dire les choses, vous souvent, vous ne gardez pas vos infos. Alors, on en parlera, il y a des choses, je t'ai envoyé des images, donc c'est des choses dont on peut parler complètement, et il y a des choses qu'on avait évoquées, des choses dont on peut parler, mais où soit on a moins d'infos, soit... Par exemple, celui-ci, on peut en parler? Bah oui, on peut en parler. Parce que Heliopolis, donc un jeu qui sortira, c'est un Bruno Catala et Fred Brelot. Et ça sortira pas pour cette année, c'est pour l'année prochaine, a priori. Et celui-là, c'est aussi une catégorie dans laquelle tu te dis, je ne veux pas faire Flip 7 en termes de vente, de chiffre de vente de jeu, parce qu'on est sur de l'initié. Bon initié, quoi. Du bon initié, expert léger. Non, tu vas pas faire Flip 7, mais on n'a pas créé une maison d'édition pour faire que des Flip 7. En fait, on s'est toujours dit, et c'est vraiment ça, on a toujours dit, on édite des jeux qu'on aime. Nous on est des joueurs, on joue, est-ce qu'on aime oui non, et Flip 7, quand c'est BlackRock qui nous montre, quand on y joue, on se dit oh là c'est trop bien, moi j'adore les jeux de stop ou encore, et à l'explication de l'arrêt je me dis si ça marche comme ça, promet de marcher à l'explication, ça doit être trop bien, on fait une partie, on est emballé, voilà, mais ça n'empêche pas que, tu vois, moi mon jeu de chevet c'est Terraforming Mars, j'adore jouer à Race for the Galaxy, donc du coup quand on trouve des plus gros jeux qu'on aime bien, on fait des plus gros jeux qu'on aime bien. Tu as ta réponse, Hugo. C'est dans le la petite description de Catch Up Games un peu partout sur notre site. C'est ce qui ressort, et la description elle était là quand je suis arrivé, donc je pense qu'elle était là presque depuis le début. On fait des jeux qui nous plaisent sans contrainte de gamme, de format, voilà, quoi. Après c'est sûr, on ne fait pas forcément de la même manière, c'est-à-dire que quand tu arrives à Heliopolis, c'est expert, il y a du matériel, tu sais qu'en ce moment les jeux à plus de 40 balles c'est hyper compliqué parce que les gens ont plus trop de budget, donc ça c'est un truc, on va être attentif à ça, c'est-à-dire on va pas couper le jeu, mais dans ce cas du jeu on va bien réfléchir à ce qu'on met comme matériel dedans pour que ça soit pas un jeu à 45 ou 50 euros, parce que ça serait pas le servir actuellement, quoi. Alors Heliopolis c'est 2027, là on l'a juste évoqué rapidement, ça ne sera pas l'objet de cette émission, on aura le temps de reparler d'Heliopolis, mais c'est chouette de savoir qu'il y a un projet qui se prépare à plus longue échéance. On a toujours des projets comme ça, quand tu vois que le minimum c'est 2 ans pour faire un jeu, oui, forcément. Et des fois c'est 5-6 ans, on est obligé d'avoir plusieurs jeux dans les cartons. Puis il tourne déjà, moi j'ai déjà joué... Et des jeux de ce type-là, c'est pas le seul, parce qu'on a Province qui est un proto aussi... Qui est même peut-être plus lourd, je dirais que... Je n'ai jamais entendu parler. Province, c'est des jeux en dev, quoi. Des jeux vraiment en dev, avec Province c'est 2028, 2027, je sais pas, on sait pas encore. On sait pas exactement, parce qu'on est typiquement dans ce flou. Si t'as des jeux, des fois on travaille avec l'auteur, et t'as des jeux, enfin c'est Seb qui travaille pour le coup avec l'auteur, et t'as des jeux où ça se débloque plus ou moins rapidement, c'est ce que je te disais, donc ça se trouve d'un coup ça l'avance, il y en a d'autres qui vont reculer, etc. Province, c'est qui les auteurs? Ou l'auteur? Il s'appelle Marcel. Merci, Marcel Lucatis, qui n'a pas déjà fait de jeu. On l'a rencontré parce que c'est Erwan du club. Province il a fait partie de la sélection des 10 de Boulogne.
Et voilà, il nous l'a présenté comme ça, et on a bien aimé. Ok, bah on en reparlera plus tard. Ça, celui-ci, je suis curieux. On aura l'occasion d'en reparler. Je suis curieux, forcément, les annonces. Ça, c'est une question qu'on se pose, nous, parce qu'on est bloqué, nous, dans nos émissions. Parfois, on joue à des jeux qui vont sortir dans 2 mois, et on n'a pas le droit d'en parler parce que le moment de la com n'est pas lancé. Je comprends et je respecte. Et des fois, on se plante, et ça nous arrive de se planter, de se faire taper sur les doigts parce qu'on se souvient plus qu'on n'avait pas le droit d'en parler. C'est quand ça fait 8 mois que tu y joues et que tout le monde y joue et que tu n'as pas le droit d'en parler, c'est difficile pour nous de s'y repérer. Donc, on essaye de jamais se planter, vraiment. On fait très attention. Quel est ton regard là-dessus, sur la communication? Est-ce que ça vaut le coup pour toi de garder les infos? Moi, je trouve pas. On a un exemple parfait là dans le chat. Ça parle beaucoup de Flip 7 Vengeance, qui est un jeu qui, contrairement à ce qui a été vu, a pas été annoncé aux États-Unis. C'est vrai. Et tu te permets de le faire en France? Alors, ça a été annoncé à certaines boutiques aux États-Unis, etc. Mais je sais que The Hop, ils veulent faire une annonce un petit peu en grande pompe pour. Ça va être d'ici Cannes. Donc à Cannes, je vais pouvoir le montrer un peu à la presse, on va pouvoir commencer à en parler. Mais voilà, eux, leur idée, c'est de se dire, on n'en parle pas, on ne l'annonce pas publiquement tout de suite pour pouvoir faire un gros effet d'annonce. Moi, c'est pas trop ma stratégie sur la plupart des jeux, parce qu'au contraire, je pense que il y a aussi un intérêt à ce que les gens s'habituent un petit peu à l'arrivée d'un jeu et se disent tiens, ça a l'air pas mal. Et voilà. Mais ce qu'on nous rétorque, nous, c'est l'aspect des boutiques qui veulent commander, des partenaires qui commencent à poser des questions alors que c'est pas prêt. Tu vois, c'est cet aspect-là qui gêne parfois. Ça, je pense que c'est très désagréable pour les boutiques. Mais en fait, il y a 2 choses. Il y a toi, il y a des jeux qu'on fait que tu as vu depuis longtemps. Tu vois, par exemple, Luciole, on en discutait hier. C'est un jeu que je pense qu'on vous a montré au moins l'année dernière, mais peut-être avant, alors qu'il n'y avait pas d'illustration. Ça, c'est intéressant que vous les voyez, ces jeux, parce que comme ça, vous êtes au courant, vous en avez entendu parler depuis longtemps, ça sort pas de nulle part. Pour le public, je pense qu'entendre parler de Luciole il y a 1 an et demi, 2 ans, ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'il y a déjà bien assez de jeux. C'est un jeu qui est trop loin, il n'y a pas d'illustration et ce genre de choses, tu vois. Et c'est plus ça, en fait, je pense, qui est embêtant pour les boutiques, c'est de se dire vous n'avez pas ce jeu, tu fais non, parce qu'il sort dans 1 mois. Tu vois, quand tu es aussi proche de la sortie, c'est embêtant. Luciole, on en parle, personne va aller demander Luciole demain parce que tu vois bien que c'est un proto qui n'est pas édité, quoi. Bien sûr, pour l'instant, oui, effectivement. Et en même temps, c'est pas une question que de moment, c'est une question d'occasion aussi. Sur une émission comme celle-ci, on parle à l'intelligence des gens, ils sont là, ils sont présents, on est sur du temps long, on est sur de la description et de la création aussi d'attente. Et cette création d'attente, je le dis toujours, c'est pas du surconsumérisme, parce que les gens ont peur de ça. Souvent, parfois j'ai régulièrement le commentaire de arrêtez de parler de nouveautés, parlez-nous des vieux jeux. Et je suis toujours un peu perplexe en me disant déjà ça ne nous empêche pas. Et pour avoir du plaisir à découvrir quelque chose, il faut aussi que cette attente ait existé. Donc il y a l'entrée de la nouveauté, elle est aussi passionnante culturellement. Après, c'est vrai aussi ce que alors je vois plus parce qu'il y a trop de messages dans le chat, mais ce qui était dit, ça peut créer de la déception. Et effectivement, c'est un équilibre qu'on essaye d'avoir, de pas non plus créer trop d'attentes trop tôt, parce que sinon, pas forcément en termes de déception, mais même en termes de on passe à autre chose en fait. Ce jeu-là, il vient de sortir, mais en fait on en a tellement parlé il y a 6 mois que j'ai l'impression que c'est même plus une nouveauté. Donc il faut arriver à gérer ça, mais il y a aussi il y a une différence à mon avis entre planifier ta communication et puis juste parler des projets en cours et dire on est en train de travailler sur ce jeu-là, et c'est pas un secret, quoi. C'est pas non plus... Et puis nous on est une petite société encore, hein. Il n'y a pas ce genre de choses. Alors on va parler des jeux de 2026 quand même, parce que on est 9h04, on a trop de plaisir. C'est possible qu'on est en train de déborder. Oui, qu'on soit en train de déborder. Alors voici Red Notice. Alors, on vous avait prévenu, il y a eu un effet waouh au chalet, quand notamment Rachel, qui met beaucoup d'emphase quand elle joue à un jeu de société, elle a sautillé sur sa chaise parce que la boîte est exceptionnelle. Donc je vous montre la boîte quand même. C'est un jeu qui est signé par Gauthier de Cottereau et Baptiste Laurent. Oui, illustré par Amélie Guinet. Regardez, dans ce jeu qui s'appelait attrape-moi si tu peux. Catch Me If You Can, parce que c'est le proto était inspiré du film avec Tom Hanks et Leonardo DiCaprio, donc il s'appelait Catch Me. Alors déjà vous avez ce qu'on appelle un sleeve de boîte dans le jeu, au chalet uniquement, qui se rajoute au-dessus de la boîte pour la tenir aussi, parce que regardez, on ouvre cette boîte et regardez, excitation, vous allez sauter sur votre chaise, c'est une boîte paravent
Vous aviez déjà vu une boîte paravent ? Ben non, vous ne l'avez jamais vue. C'est la première fois que vous voyez une boîte paravent parce qu'il y a des informations qui sont cachées d'un joueur à l'autre et que cette boîte va servir à cacher de manière très stable. Vous l'avez vécu, ces situations insupportables dans lesquelles le paravent, un coup de vent et hop, il s'envole, il se colle à votre figure, toutes les informations sont révélées à votre adversaire. C'est pénible. Vous avez résolu le problème. Là, effectivement, tu mets là-bas. Ce truc-là, assez rapidement, on va se servir du couvercle pour servir de paravent. Mais il y a un petit truc, tu mets ton plateau derrière, donc tu as vraiment besoin quand tu joues que ton adversaire ne voit pas ce que tu fais sur ton plateau. Et ce truc, ça arrivait à la toute fin où je me suis dit, bah tiens, en fait, on pourrait rajouter un paravent au fond de la boîte pour vraiment cacher, quoi. Regardez-moi ce plateau double layer. Il n'est pas simple layer, mesdames et messieurs. Il est double layer. Il y a 2 layers. Ah, il le fait bien. Ils sont collés l'un à l'autre. Vous allez pouvoir mettre vos petits jetons. Et ils sont collés sur les emplacements. C'est pas les joueurs qui le font quand ils le reçoivent. Attention. Non, c'est pas possible. Mais si. Si tu veux dire qu'on le reçoit comme ça ? Oui. Pas besoin de le coller de travers. J'arrête cette émission. Et de te tromper sur les couleurs. Mais vos adversaires ne vont plus vendre leur jeu, vous avez conscience de ça. Il n'y aura plus que du catch-up game qui va se vendre cette année. Je crois vraiment que le double layer, ça s'est jamais fait. Bah non, voilà. C'est une mode. Les autres éditeurs ont essayé d'empêcher la diffusion de cette vidéo. C'est quoi ce plateau simple layer là? Qu'est-ce que il est tout doux ce plateau. Bon, il est découpé quoi. Bon, ok. Mais regardez dans le fond de la boîte, et là Rachel, elle s'est excitée aussi sur ça. Je parle beaucoup trop de Rachel dans cette émission. Elle s'est excitée parce que les boîtes s'ouvrent facilement. Elle en fait trop Rachel là peut-être. Oui, ça m'a étonné. Oh mais c'est incroyable, mais regardez, alors que elle a été lui chercher. Non mais c'est une vraie anecdote. Hein. Elle a ouvert la boîte, elle dit on lui demandait mais qu'est-ce qui se passe Rachel? La boîte elle s'ouvre facilement. Bah pourquoi? Et alors quoi? C'est normal, c'est une boîte. Elle a été nous chercher un autre jeu. Regarde, elle m'a attendu l'autre jour en disant essaye d'ouvrir celle-là. Ouais, j'ai galéré un peu, j'ai dit oui c'est vrai. En fait c'est juste qu'il y a des passe-doigts quoi. Enfin, tu vois là, il y a un passe-doigt et bah oui, il y a un passe-doigt. Vous aviez déjà vu des passe-doigts? Moi je connaissais les passe-plats, mais les passe-doigts je connaissais pas. Est-ce qu'il y a un jeu dedans? Non, par contre il n'y a pas de jeu dedans. Mais il y a un super plateau, un paravent et un super rangement. C'est déjà pas mal. Heureusement qu'elle n'est pas là parce qu'elle se défendrait. On aurait beaucoup moins de plaisir. Elle est pas loin quand même. Elle est pas loin, elle réagit sur le chat. Elle dit mais non. Alors de quoi s'agit-il? Red Notice, qui nous le présente de manière plus intelligible que ce que je viens de faire. Alors, c'est un jeu de cowboy, de policier et de voleur, on va dire. Le proto était inspiré du film Catch Me If You Can. C'est un jeu à deux, de duel. C'est compétitif. Il y a une personne qui va jouer Angela Fairbank, qui est une faussaire de génie, et qui va devoir banquer des faux chèques en parcourant le monde et en encaissant pour 1 million de faux chèques. Qui est en violet dans le jeu. Si on voit, c'est 7 personnes, effectivement, en violet. Oula, pardon. Et on a à gauche Jessa Hope, qui est une agente fédérale, donc agente du FBI, et qui va devoir attraper Angela avant qu'elle ait banqué ses faux chèques. Donc c'est un jeu qui est très thématique, très asymétrique, puisqu'il y en a un où tu t'enfuis un peu, enfin j'allais dire Scotland, mais ça n'a rien à voir, je veux dire sur ce truc-là de je parcours le monde, et donc cette personne, je vais essayer de ne pas tout faire tomber, en fait, normalement quand on joue, on vive le matériel. Sur le matériel. C'est bien de voir aussi. Regardez, je vais faire ce que les joueurs n'aiment pas. Oh non, ils font ça chez Catch-Up. J'annule cette émission. Je cautionne pas du tout. Oh, il y a des jetons. Il y a des jetons. Regardez, et c'est pas des petits jetons. Regardez, j'utilise le micro pour que vous regardiez avec vos oreilles. C'est des vrais jetons de poker. Et donc tu te balades sur ta petite carte en fait quand t'es Angela. T'as un petit meeple à ta couleur, voilà comme ça. Tu te balades et sur la grosse carte en double board, il y a Jessa Hope qui va se balader, qui va essayer de la trouver. Et tout ça, c'est propulsé par un système d'action d'enchères avec ces petits jetons de poker très malin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment ça Il veut que tu mettes le paravent au-dessus de la boîte. L'encastrer. Alors oui, moi je sais pas faire, moi ça va me demander des trucs techniques, de technologie complexe. On peut mettre la boîte dans le filet, paravent. Wow. C'est comme ça que ça marche. Ouais. C'est impossible de voir. J'ai du plaisir. Caché. Voilà. Scientifiquement prouvé, on ne peut pas voir ce qui se passe. Eh ben oui. Ouais. Mais ils utilisent ça là pour envahir le Groenland. Ils ont prévu des petits paravents comme ça. Ouais. Ils ont pas commandé qu'on connaisse énormément à l'avance les stratégies militaires. Bon voilà, le matériel fait envie, évidemment, le thème du jeu fait envie également, et puis cette ambiance années 70, on est dans les années 66. Là. On est dans les années 60. 60, en avant. Ouais, tout à fait. C'était l'idée du thème, c'était un peu... Donc il n'y avait pas encore les pattes def, c'est ça que tu es en train de me dire. Exactement, il n'y avait pas encore les pattes def, c'était un peu avant, c'était l'époque du pop art, quoi. Ah oui, ouais. C'est pour ça qu'il y a cette DA.
Bon, bah forcément, comics. Ça nous donne un peu envie. 2 joueurs, donc on va s'affronter, on reste dans le jeu, on en avait pas mal finalement des jeux de joueurs. Et ouais. Réfléchi, Ouais, on en a pas mal. On avait commencé avec 2 joueurs. Ouais. On avait commencé avec 12 Heroes, même si c'était une loca à l'époque. Ouais. Il me semble qu'on en oublie un, mais... Il me semble qu'on en oublie un. Et puis là, on en arrive. C'est oui, alors, enfin, tu vois, c'est ce truc de, on édite les jeux qu'on aime et quand ils arrivent comme ça, ils arrivent comme ça. Là, il y a ce truc que le marché de joueurs, ça ne manque pas de jeux de joueurs et nous, on en sort 2 en 2026. Bon, voilà, c'est pas forcément le truc le plus fin, mais c'est maintenant qu'ils arrivent, quoi. Comme on disait, ils sont prêts. Pas de contraintes sur. On est des fous. On édite ce qu'on aime. On va vous parler du deuxième, peut-être. Ça vaut le coup aussi de le mentionner. C'est Luciole. C'est un jeu de joueurs. Un jeu de joueurs avec un super anagramme dans le titre, mais on va vous laisser le découvrir. Oh là là. Moi, j'en parle pas. Je préfère me retenir. Mais j'ai flashé dessus direct. Je l'ai envoyé à Maud Chanel. Il m'a dit, je l'avais aussi. Hein. Cet anagramme génial. Regardez cette boîte comme elle est belle, puisque c'est Maud qui l'a illustrée. Et là, ce choix, en hommage aux Beatles, de faire une boîte blanche. Ouais, et à Paper Tales. Et à Paper Tales, ouais. Mais qu'il y avait plus de trucs quand même sur la boîte. Ouais, bah ouais. Là, non, c'est le blanc complet. Ça va vraiment être ça dans vos boutiques. Un avis là-dessus, avec la petite étiquette quand même pour savoir ce dont il s'agit. Non, c'est pas encore fait illustration, mais on a un visuel. On l'a, ouais. Parce que moi, je l'ai déjà bien. On va vous montrer le visuel. Ça peut être utile pour ceux qui. Il y a beaucoup qui écoutent cette émission en podcast, mais pour ceux qui n'écoutent pas, vous allez pouvoir regarder à quoi ça va ressembler ce Luciole. Très chouette, comme d'habitude. Mais une prise de risque quand même, parce que vous faites un choix de couverture un peu sombre. Ouais, moi, ça me plaît. Parce que l'univers est un peu sombre. Ouais. Oui, puis le jeu, globalement, lui-même, c'est une prise de risque. Hein. Il est assez atypique. Hein. Mais là, déjà, ça répond en partie à la question de est-ce que vous osez prendre des risques ? Oui, parce que on le sait, il y a quand même des commerciaux qui réfléchissent à la place dans les boutiques et au fait de, quand je rentre dans la boutique, je dois voir de loin le sombre, presque banni des couvertures de jeux. On le voit très très peu, on voit souvent du jaune pétant, du vert plus haut, du... Attends, je vais appeler Maud, t'es en train de me faire hésiter là. non, mais c'est vrai, et ça me fait plaisir, moi. C'est gentil. Mode de ouf. Alors, de quoi s'agit-il ? Là, on est pour 2 joueurs également. Et c'est un coopératif. Et on ne sera pas face à face, on sera ensemble. Ouais, on est face à face. On est face à face devant la table, mais on sera ensemble. Et alors, regardez, là, j'ouvre la boîte et regardez ce qu'on trouve à l'intérieur. C'est tout mal imprimé. C'est tout mal imprimé, mais vous avez des livrets à l'intérieur. Et ces livrets-là, le temps de travail, la prise de risque, elle est folle. 36 pages chacun, 36 pages. 2 bandes dessinées. Je vous essayer de ne pas lire tout parce que vous aurez les réponses, mais c'est impossible que vous de se rappeler au moment de la sortie. 36 pages de BD différentes pour chaque joueur. Alors, 2 BD, c'est 2 BD différentes. C'est un format BD. Ouais. Il y a des bulles, il y a des petits textes. On ne va pas lire une BD quand on joue. On ne va pas lire une BD, ça reprend un principe de BD dont vous êtes le héros. Donc le principe du jeu dans Luciole, c'est que alors il y a une aventure, c'est un jeu qui se joue en 8 chapitres pour autant de parties qui peuvent être assez costauds, hein, c'est 40-45 minutes, peut-être 1 heure pour les derniers. Ouais, parce que c'est beau. Et on incarne chacun un personnage à qui il arrive des aventures. Enfin, il se passe un cataclysme globalement, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais il y a un cataclysme qui chamboule un peu l'univers dans lequel on est, qui est un univers un peu onirique. On joue des sylvestres qui sont des habitants des bois. Et puis, donc, on va traverser ces scénarios. On a un plan au début, chacun, comme ça, qui est vide. Et je l'ai montré, notre partenaire, il a le plan, il voit là où on est. Je vais te montrer un plan vite fait. Ça, par exemple, c'est, admettons, moi j'ai, je sais pas, c'est toi qui sais. J'ai ce plan-là, et ce plan-là, c'est ce qu'il y a sur ton plateau. Ça, c'est en cours de travail, hein, notamment. Donc moi, je vois ça, c'est posé devant moi comme ça à l'horizontale. l'horizontale. Tu vois ça, ouais. Je vois ça, mon partenaire voit rien. Voilà, moi, je ne vois pas ça. Et toi, ça, c'est ce qu'il y a sur mon plateau qui est vide. Et c'est un jeu d'exploration où je vais me promener sur ce plateau en posant des lucioles, d'où le nom du jeu, qui vont éclairer mon chemin. Et toi, en voyant où je pose mes lucioles, tu vas me dire ce que je trouve. Alors, des fois, il n'y a rien. Des fois, il y a des obstacles. Tu me diras, là, il y a un mur, tu ne peux pas passer là. Et puis des fois, il va y avoir des scènes, c'est ce qu'on voit là en numéroté. Tu vas me dire, tiens, chaque fois que tu vois un numéro, tu me dis, là, tu vas lire dans ton livret la scène 48, par exemple. Et puis là, donc, je vais lire c'est ce qui arrive à mon personnage à cet endroit-là. Donc, je vais lire la scène 48, on peut en discuter, je peux te montrer ce qu'on a. Et tout ça, ça fait avancer l'histoire. Et comme dans un livre dont vous êtes le héros, ça nous propose des choix, ça nous met face des fois à des énigmes, on a des trucs à résoudre, on peut en discuter, on réfléchit collégialement. Il y a des trucs que des fois on peut laisser de côté pour y revenir plus tard. Et chaque scénario a un objectif à remplir pour terminer le scénario. Et voilà, il faut qu'on arrive à le résoudre avec les informations qu'on a au début et ce qu'on va trouver au fur et à mesure de l'exploration.
On n'a pas cité le nom des auteurs sur ce jeu. C'est un jeu de Johan Goupy et Joachim Thaume, et qui sera donc illustré par Maud Chalmel. Et tu disais il y a un objectif différent à chaque scénario et il y a aussi plein de surprises dans chaque scénario. C'est un jeu qui évolue quand même pas mal. Ouais, c'est un jeu de campagne, c'est un jeu évolutif, donc tu débloques des nouveaux effets, tu apprends des petites règles comme font ces jeux-là, quoi. J'ai un mot pour qualifier ce jeu, c'est aventure. Parce qu'il y a des jeux dans lesquels on va vivre des défis, on va se casser la tête. Je sais pas, j'ai pas vécu les autres scénarios. J'ai vécu que le premier, moi, pour l'instant. Donc, sur le ressenti que j'ai, et vous pouvez me infirmer cette information si jamais c'est pas le cas, mais j'ai un sentiment j'ai envie de poursuivre l'aventure, j'ai envie de savoir ce que je vais vivre, le fait de pas savoir au départ ce qui se passe, ce que je cherche. Oui, c'est l'idée. C'est vraiment un jeu d'aventure exploration comme ça, soutenu par ces BD qui, je pense, apportent quand même pas mal. Il y a un vrai gameplay derrière. C'est vraiment un truc de déduction. Est-ce que je vais par là? Puis au fur et à mesure, t'as des... c'est la communication limitée, donc tu ne peux pas dire à ton partenaire comme tu vois ce que lui il a sur son plan. Alors c'était pour répondre à la question de Plaisix. On a chacun un plateau. Ouais. Et les deux plans sont différents et on voit chacun ce qui attend l'autre. Et on essaye de l'orienter. Comme dans Codenames, on a les plateaux qui sont sur un petit standy, enfin les cartes qui sont sur un petit standy entre les joueurs et chaque joueur voit le contenu du plateau de son coéquipier. Et les deux joueurs jouent la même aventure alternativement, dans le sens où en fait c'est comme si en fait au début c'est l'histoire, il y a un cataclysme qui les envoie loin de chez eux et qui fait qu'ils se retrouvent où ils sont au début perdus dans des marais, c'est ce que vous avez joué hier, et ils sont dos à dos et ils vont chacun explorer une partie des marais et ils doivent trouver la solution, donc ils peuvent communiquer, pas dire exactement ce qu'ils voient, mais ils peuvent communiquer sur les objets qu'ils trouvent en disant tiens on cherche une cascade, moi j'ai cette information là, je pense que elle est peut-être sur ton plan parce que je la vois, je vais essayer de t'y amener. Puis tu as des éléments du jeu qui te permettent de donner ces informations, en fait, comme la communication est limitée, à un moment tu vas pouvoir faire des choix, te dire tiens je te dirige par là, je te guide par là. Ouais. Voilà, c'est pour le coup c'est de la prise de risque, je pense, parce que c'est assez c'est ce qui nous a séduit quand on fait de l'édition, c'est aussi ça, c'est avoir des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, et ça sortait très fortement de l'ordinaire, ça nous a beaucoup séduit quand les auteurs nous ont présenté le jeu. En termes d'univers, moi ça me fait penser, pour donner une idée aux gens, à un mélange entre Ori, les jeux vidéo Ori, et Dark Crystal un peu, il y a un côté un peu sombre, donc c'est un peu, je trouve que c'est un peu dans cette veine-là. On a sur le chat Crocoterme qui nous dit cette meuf me fume à propos de Maud Chalmel. D'ailleurs, meuf, c'est un anagramme de fume. Donc ça marche, ça marche complètement. Comme Luciole. Et donc vous vivez des aventures. On remonte ce petit tableau donc, qui fait qu'un joueur voit ce que son adversaire peut rencontrer. Par exemple 104, je prends le livret, le livret vert. C'est vert. Le livret vert, je vais en 104 et qu'est-ce qui se passe en 104 Jennifer portait un déshabillé bleu. Merde, c'est trompé le verre de whisky. Ça, c'est mais non, je peux pas lire. De toute façon, ça n'évoquera rien à personne. C'est la version de l'anagramme, ça. Oui, c'est pas la même histoire. Mais vous découvrez vraiment des choses, il y a des petites surprises avec cette ambiance de la bande dessinée qui est quand même hyper agréable. Il y a des petites questions, du coup, c'est pour quand? C'est pour fin d'année, vers octobre. Là, on est en train de finaliser le jeu avec les auteurs et avec Maud. Niveau rejouabilité, c'est une vraie question parce que ça définit le jeu aussi, je trouve. Ouais, on va pas se mentir, il n'y a pas vraiment de rejouabilité puisque tu découvres l'histoire au fur et à mesure. Alors tu pourrais refaire les plans, c'est-à-dire que tu pourrais l'oublier et rejouer avec quelqu'un d'autre par exemple, parce qu'il y a quand même au fur et à mesure. Ouais. Mais bon. Tu m'as dit d'ailleurs quand je t'ai dit, mais si jamais un joueur, parce que quand tu perds la campagne. Et si un joueur a perdu, ils vont tricher, tu m'as dit, je m'en bats les lucioles, je ne m'intéresse pas à cette question. C'est malin. Oui, c'est le principe. Quand tu perds la campagne, tu ne perds pas un chapitre. On s'est beaucoup posé la question avec les auteurs. Il y a une menace qui s'appelle la pénombre, qui est sous-jacente, dont on parle dès le début. Des fois, tu vas prendre des marqueurs de pénombre, et si tu as trop de pénombre, tu perds la campagne. Après, libre à toi de te débrouiller, de tricher ou pas, mais tu as quand même cette pression, surtout libre à toi de faire attention quand tu joues, à dire attention si on fait ça, parce qu'il y a des éléments de gameplay qui vont, si on gère mal notre réserve de lucioles qui nous permet de progresser, qui vont nous donner de la pénombre, donc déjà gère mieux tes lucioles, et puis il y a des événements, donc après c'est des décisions que tu prends, c'est des choix qui sont forts en fait quand tu joues, tu dis on pourrait peut-être passer par là, mais je pense qu'il y a de la pénombre, est-ce qu'on en a pas trop, etc. T'as des fois, Et il y a un truc moi qui m'a marqué, parce que j'ai joué la campagne avec Seb pour tester un peu
l'avancement du jeu, c'est que alors on est sur un jeu narratif où il n'y a pas énormément de texte parce que c'est beaucoup par les BD, mais où il y a beaucoup de choix en fait, et tu t'en rends pas forcément compte quand tu joues ta campagne, parce que tu vas trouver un objet, tu vas l'utiliser, tu vas dire tiens c'est logique, etc. Mais quand tu prends un peu de recul et que tu regardes un peu tout ce que tu aurais pu faire, il y a beaucoup de moyens d'utiliser les objets, il y a différentes façons de progresser d'un scénario à l'autre, plusieurs façons de terminer un scénario, et ça c'est assez grisant de se rendre compte que il y a une vraie liberté qui est donnée aux joueurs d'utiliser un petit peu les outils qu'on leur donne de façon différente. C'est un jeu en campagne dans le sens où de toute façon l'histoire elle suit son cours. Enfin, voilà, chaque chapitre a un thème et qui continue l'histoire, mais à l'intérieur même de chaque chapitre, tu as plusieurs choix, il y a des objets que tu vas trouver. Hier, je vous ai vu jouer, vous avez fait des choix qui ne sont pas les choix que font tous les joueurs. Mathieu et Seb, quand ils avaient joué, ils n'ont pas fait ces choix-là. Et donc, du coup, sur tes jeux... On a été brillants. Hein. Vous avez été hyper forts. Merci. Voilà, tes choix font que des fois tu vas utiliser des objets, tu les auras pas pour plus tard. Si tu les avais gardés, tu aurais pu en faire autre chose. Et tout ça, il y a de la persistance en fait d'une partie à l'autre sur ce que tu fais. On a parlé de Luciole, donc ça c'est pour la fin d'année. On a parlé de Red Notice, c'est pour le début d'année. On a parlé aussi de Flip 7 Vengeance, que vous savez en avant-première. Elle est aux États-Unis, c'est le moment en plus. Si on peut dire un truc sur Flip 7 Vengeance, c'est que c'est Flip 7 pour les gens qui aiment bien se faire des crasses. C'est vraiment Flip 7 méchant. Si dans Flip 7, ce que vous aimez, c'est faire sauter les autres en leur donnant des +3 ou les stopper alors qu'ils n'ont pas encore de cartes devant eux, ça vous plaira. On a aussi un jeu effectivement, c'est Nignange qui me posait la question. On a un jeu d'Ismaël Perrin et Seb Pochon de Dutuyo. On a tout à fait ça. Un jeu qui s'appelle Into the Maze, qui est aussi un jeu en campagne, basé sur un truc de flip and write avec des utilisations différentes. C'est Seb qui travaille dessus. Ouais, en coop. Qui devrait sortir l'année prochaine, je pense. L'année prochaine, il est pas complètement fini de développer, et BlackRock trouvait qu'il y avait un peu des similitudes dans les sensations avec Luciole, je crois, que c'était un peu aussi... Sur le fait que c'est deux jeux en campagne. C'est des jeux en campagne, en coop, et du coup, lui, il a été... C'est ce que disait Seb tout à l'heure, que le calendrier, il bouge en fonction de... Moi, c'est Clément. Pardon, je confonds. Moi aussi, je me confonds toujours. Voilà, donc le calendrier, il bouge comme ça. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est presque terminé depuis... je sais pas, un an, mais qui va être un peu... C'est aussi des périodes de test. Tu vois, il y a Florian de Big Moustache qui le dit, effectivement, lui, ça fait pas mal de temps qu'ils font la campagne Into the Maze. Ces jeux, c'est long à faire, hein. On va pas l'apprendre à ceux qui en ont déjà fait, c'est des jeux en campagne, quoi. Donc, et puis, quand c'est des trucs où tu développes, tu débloques des effets d'une partie à l'autre, t'as aussi des questionnements d'équilibrage, et t'as envie de le sortir quand t'es sûr de toi, quoi. Alors, j'hésite à vous lancer sur des votes là pendant cette émission parce que on va lancer la V3 de l'application Un Monde de Jeu, et donc ça va être compliqué de voter en replay sur cette émission parce que ça va être l'application va être en stand-by pendant un petit moment. Il va y avoir plein d'options en moins qui vont revenir au fur et à mesure avec une nouvelle interface. Johan travaille dessus depuis un petit moment, mais je le fais quand même. Donc je vous fais voter pour les différents jeux dont on a parlé ce matin. On a parlé des 3 sorties. Est-ce qu'il y aura de l'extension aussi cette année ? Oui, tu es bien renseigné, Martin. C'est le roi, dis donc, je suis un petit peu renseigné. Il y aura de l'extension. La première, ça serait une extension pour courtisans. Qui s'appelle... T'as vraiment le nez creux. J'ai le nez creux. Hein. Qui s'appellera effectivement Diplomate et Confident. C'est une extension donc de Romaric Galloni et Anthony Perron, toujours illustrée par Noémie Chevalier. Et c'est une extension qui rajoute à la fois des nouvelles cartes, elle rajoute des nouveaux rôles. Attention, le diplomate et le confident. Donc là, à gauche, c'est une diplomate avec sa bourse d'or, et à droite, c'est un confident avec son verre. Et c'est 2 nouveaux rôles que tu ajoutes au deck, que tu mélanges. Le diplomate, il va te permettre, quand tu le poses dans une zone de jeu, de prendre une carte qui est dans cette même zone de jeu. C'est genre, je pose un diplomate chez toi, je te vole une carte et je la mets dans mon jeu. Ou à la table. Ou aussi à la table de l'arène pour changer des équilibres, pour renverser des majorités, etc. Ça, c'est le diplomate. Et le confident, lui, il va te permettre de rejouer au même endroit. Si je joue, par exemple, un confident à la table de l'arène, ma prochaine carte, je peux aussi la jouer à la table de l'arène. Donc ça te casse cette règle de base. Voilà. C'est 2 petits rôles qui changent les sensations du jeu, renouvellent les sensations du jeu. Et puis avec ça, dans l'extension, il y a une règle qui est jouable sur l'extension, qui est le jeu par équipe. On va pouvoir jouer... Alors,
mi-jouable par l'extension. En fait, le jeu actuellement il joue jusqu'à 5. Grâce à l'extension, il y aura suffisamment de cartes pour y jouer jusqu'à 6. Et donc, du coup, tu pourras jouer en équipe avec 2 équipes de 2 à 4 ou 3 équipes de 2 à 6. Voilà, on joue comme le jeu classique, c'est juste qu'à la fin, quand on compte les points, on regarde dans une même équipe, celui qui fait le plus faible score détermine le score de l'équipe. Donc là, actuellement, si tu as courtisan, tu peux déjà jouer à cette version par équipe à 4. Tu peux pas y jouer à 6 parce qu'il n'y a pas assez de cartes, mais tu peux y jouer à 4 et ça change un peu les équilibres. Il va falloir vraiment équilibrer ton score avec ton partenaire parce que comme c'est le plus faible qui compte, voilà. Et à l'inverse, chez tes adversaires, tu vas essayer de t'acharner sur un pour qu'il ait le score le plus bas possible et qu'il plombe son équipe, quoi. Ça aussi, ça change les... Voilà. Donc ça sera une petite extension vers le mois de juin, je pense, un petit blister aux alentours de 6€. Il y a des choses de prévues sur les autres hits de Catch-Up ? Oui, il y aura très certainement une extension pour Faraway. Pour Faraway, troisième extension. Ouais, ils n'arrêtent pas d'avoir des bonnes idées. C'est ça le problème des auteurs, ils ont toujours des bonnes idées. Ça marche bien, le petit format booster, ça fonctionne pas mal en réalité, j'ai l'impression. En tout cas, ça permet, en termes de vente, j'imagine que c'est pas ça qui vous fait vivre, mais pour relancer la com, c'est... Oui, et puis c'est ce que disait Mathieu, quoi. Les auteurs ont de bonnes idées. Ouais. On parlait aussi tout à l'heure, tu vois, des jeux qui meurent et qu'on ne peut plus soutenir. Ouais. Bah, ça, c'est l'inverse, c'est un jeu qui marche bien, donc on peut faire des extensions. Effectivement, c'est pas une extension à 6€ qui nous fait vivre, mais ça permet de continuer à faire vivre le jeu. Et puis les gens qui y jouent, tu vois, c'est un peu comme des DLC, ça permet aussi de renouveler l'expérience quand tu l'as un peu poncé, ce genre de truc. Alors, les boutiques nous diront, peut-être qu'au bout d'un moment, elles vont être un peu embêtées par la multiplication de ces boosters. Mais est-ce qu'à un moment sur Faraway, parce que là, ça sera le même format ? Ouais, ça sera aussi une petite extension. Est-ce que ça vaudra pas le coup à un moment de regrouper, s'il y en a 4 par exemple, de faire la boîte des 4 extensions ensemble ? Ouais, la question peut se poser, effectivement. Après, si tu vois, tu vas t'adresser à qui bien sûr. Parce que souvent, le problème, c'est aussi des achats. Enfin, je vois comment moi je réagis en tant que joueur. J'aime bien le jeu, l'extension elle est à 6 balles. Souvent, c'est un peu de l'achat impulsif. Et donc, c'est assez facile de se la procurer. Si tu fais une grosse boîte, même qui coûte 20 balles avec les 4 extensions, ça, tu vois, ça peut être redondant. Tu parles déjà de 4 extensions. Non, mais il parlait de 4. Alors, moi je dis 4. Peut-être qu'il a parlé avec Yoann et Corentin. Oui, me dit l'extension. C'est Corentin qui t'a dit ça ? Oui, l'Olive, elle s'appelle la 4e extension. C'est un anagramme encore. Non. Pour répondre à ta question sur la com, c'est vrai que on est toujours à la recherche de nouveaux angles, de nouveaux moyens de parler des jeux, donc c'est l'occasion. Après, on sait aussi d'expérience que c'est pas une extension qui va relancer un jeu qui est en fin de vie, quoi. C'est pas. Ça. C'est plus peut-être que ça soutient, mais en tout cas ça fait vivre le jeu dans l'espace médiatique, mais c'est pas ça qui va sauver un jeu. Tu vois, ça s'était lancé sur Faraway parce que les auteurs avaient une idée, on s'était dit, ah bah tiens, à la base je crois qu'ils s'étaient dit on va faire un goodies, et en fait l'idée on s'est dit, bah c'est peut-être mieux de faire une petite extension. On avait vu ce qu'avait fait Bobby sur Sea Salt. Très bonne idée. On a regardé ce qu'ont fait les meilleurs. Et non mais vraiment, je me suis dit, bah attends, ils ont fait ça, peut-être probablement que ça marche. J'étais allé dans mes boutiques, j'avais regardé, je m'étais dit, bah oui, c'est malin ce qu'ils font, effectivement, on peut faire de cette manière. Et à l'inverse, sur Courtisan, c'était pas prévu en fait. C'est Romaric et Anthony qui sont venus me voir en disant, bah tiens, on a une idée d'extension pour Courtisan, on avait que vous avez fait ça pour Faraway, est-ce qu'on peut ? Moi, au début, je leur avais dit, bah moi je trouve que c'est un jeu familial, donc peut-être que ça mérite moins. En vrai, ils nous ont présenté une extension, on trouvait qu'elle marchait hyper bien, elle apportait quelque chose, on s'est dit, ok, le jeu vit, on peut le faire. C'est un format booster aussi ? Ouais, c'est un format booster. Un peu plus gros, parce que les cartes sont plus grandes. C'est le format tarot français, donc c'est plus haut. Du coup, on s'est dit, bah, le jeu marche bien, les auteurs ont des idées, l'idée est bonne, il n'y a vraiment pas de raison de ne pas la faire. Mais en vrai, nous, on n'est jamais allé voir un auteur pour lui dire, tiens, il nous faudrait une extension. En fait. Oui, c'est ça. C'est juste la portée ouverte, surtout sur des jeux qui marchent bien. Ouais. Pour être franc, j'étais même un peu réticent au début sur Courtisan. Quand ils m'en ont parlé, je me suis dit, ah bah c'est un jeu familial, peut-être ça se vend moins, tout ça. Et en fait, eux, ils s'étaient motivés. Effectivement, ils ont assez rapidement, quand ils m'en ont parlé, je me suis dit, bah ouais, ça va marcher, ça va être sympa. C'est du boulot derrière, parce qu'il faut quand même retravailler. Il y a des illustrations à refaire, il y a du réglage et plein de choses. À gérer, logistique. Et sur Faraway, en fait, le rêve qu'on aurait aussi, parce que ces extensions, elles doivent se rajouter au gameplay initial. Le gameplay, il est fort, il est avec une mécanique de scoring. On rêverait aussi de voir ce gameplay avec peut-être d'autres choses derrière. C'est un jeu qui autoriserait d'autres développements. On peut pour faire autre chose que du scoring ? Non, que ce scoring, que ce système de scoring. Ah ouais. Bah, si t'as des idées, Martin. Mais j'en ai plein, moi. Tu en parles à Yoann et Corentin. Non, mais là, t'es obligé de continuer avec le jeu de base, avec le système original. Donc, c'est que des choses qui se rajoutent. Tu peux pas partir dans d'autres voies. Et pour répondre à la question qui a été posée plusieurs fois sur les boîtes de couleurs,
de couleurs différentes. C'est un truc où on n'a jamais fermé la porte, mais ça n'a jamais été vraiment une priorité non plus. Ouais, c'est ça. Il faut le caler en termes de tempo par rapport au stock existant, par rapport à voilà, c'est pas impossible que ça se reproduise, mais moi ça fait longtemps que je me dis ça serait bien de faire ça, mais c'est du temps en vrai, c'est du temps. C'est rigolo, mais et on est encore que on va passer à 4, mais on n'était que 2 et voilà, c'est des trucs où malheureusement on n'a encore pas assez de temps pour le faire. Et on va avoir des gens qui nous disent ah oui mais moi j'avais acheté le jeu en premier, j'avais une boîte exclusive. Oui, ces gens existent, mais je crois qu'on s'en fout. Dernière rubrique de cette émission, c'est la fameuse minute culturelle. Qui commence ? Qui a quelque chose à nous partager ? Ouais, allez. Moi, c'est une BD que je lis actuellement, qui n'est pas forcément une BD récente, qui s'appelle Champ de bataille, qui est une BD docu. Je crois que la scénariste, enfin, je sais parce que j'ai pris des feuilles de pompe tout à l'heure. C'est Inès Léraud. C'est une BD docu qui parle du remembrement. C'est ça, je crois que le sous-titre, c'est ça, c'est l'histoire oubliée du remembrement. En fait, ça explique comment, après-guerre, c'est ça, l'histoire enfouie du remembrement. Ça explique comment, après-guerre, on a, pour faciliter l'industrialisation de l'agriculture, on a rassemblé à la hache plein de petites parcelles chez des petits propriétaires, tu vois. On a coupé les haies, on a fusionné des trucs, et ce qui a conduit à l'industrie agroalimentaire un peu de maintenant. Je suis en train de le lire, j'ai pas tout lu. Ça a été fait de manière assez violente pour les petits agriculteurs comme ça. Voilà, j'en suis à moins de la moitié. J'ai trouvé ça hyper intéressant sur ce que ça explique, quoi. Voilà, c'est vraiment de la pure BD docu, quoi. C'est très intéressant. Je connaissais pas. C'est sans doute sorti dans la grande période où je suivais moins ce que faisait la bande dessinée, parce que je vois que c'est des cours, l'éditeur. Donc c'est pas si vieux. C'est pas si vieux. Après, c'est un sujet dont on n'entend jamais parler, en fait, surtout du remembrement, alors que vraiment, ça a dessiné les campagnes d'aujourd'hui. Voilà, je l'avais offert à mon père l'année dernière à Noël, et parce que je me doute, j'avais l'impression que c'était intéressant. Il y a ton père qui est sur le chat. On a un Tom Raider qui nous dit excellent livre, mon fils me l'a offert à Noël. Voilà, moi c'était Noël 2025-2024, et du coup mon père l'a lu, m'en a parlé, il me l'a prêté il y a pas longtemps, et je suis en train de le lire. Mathieu, qu'est-ce que tu nous conseilles ce matin ? Alors moi je suis un peu après la bataille parce que c'est un jeu qui est sorti, c'est un jeu vidéo qui est sorti. Donc Champ de bataille et après la bataille. Qui est sorti l'an dernier, mais je peux pas trop penser à autre chose en ce moment parce que je suis à fond dedans et que c'est un peu mon obsession, c'est Blueprints. Oui. J'ai toujours pas essayé moi parce que j'ai pas de temps, mais ça fait partie de ma shortlist de trucs à faire un jour. C'est difficile à conseiller aux gens qui ont pas un certain niveau d'anglais parce que il y a quand même beaucoup d'énigmes. Ah mince, j'ai pas un certain niveau d'anglais moi. Ouais, c'est pas ça. J'ai un niveau d'anglais, mais bon. C'est pas ce jeu-là. C'est le Blue Prince. C'est pas celui-là. C'est Blue Prince. Mais avec son accent américain, moi non plus, je comprends pas ça. Blue Prince. Et voilà, je dois être à 70 heures. Non, parce que je t'écoute, je regarde pas. On l'a montré, c'est un conseil récurrent dans cette émission. On l'a montré plein de fois. Et c'est assez fou. C'est assez dingue comme jeu et c'est un peu un trou de lapin, comme diraient les Anglais, où tu te laisses aspirer. Il a eu 9 sur 10 et 10 sur 10, j'ai vu là. Moi j'ai eu mes 10 sur 10. Donc c'est un jeu avec un petit côté mystère. Vraiment, Mathieu, c'est rare qu'ils mettent des bonnes notes. C'est un jeu où il y a beaucoup de choses, mais t'as un espèce de système de deck building où chaque jour tu vas explorer une maison et tu vas composer cette maison avec différentes pièces qui ont différents effets. Et le but est d'atteindre la 46e pièce qui est tout au bout, mais en fait tu te rends compte que au moment où tu arrives à atteindre cette pièce, le jeu commence et il y a du mystère et des énigmes dans tous les sens et voilà, quand tu joues à ça, alors rapidement tu... Pourquoi c'est pas en français ce jeu ? C'est fou, je suis dégoûté. C'est hyper dur à traduire. Toi aussi t'es un peu bloqué par le niveau d'anglais. Ouais, moi c'est... énormément d'énigmes qui sont sur du vocabulaire anglais et sur du texte en anglais et alors je pense que sur la première partie t'as plein de choses que tu peux faire avec si t'as un dictionnaire anglais ou si t'as une intelligence artificielle d'un côté tu lui dis il y a ça, voilà, mais bon je pense que tu galères un peu plus si il y a des chances alors, ok. Voilà. Moi je suis dégoûté, c'est Bertrand Arpinot de Monkeys m'en a énormément parlé, ça me fait hyper envie et c'est vraiment, je me dis de toute façon j'ai un niveau d'anglais qui est vraiment pas suffisant pour
pour pouvoir y jouer et prendre du plaisir. Ça, c'est vraiment un de mes rares regrets de ne pas être assez fort en anglais sur ce jeu. Je suis un peu limite aussi, il faudrait que je m'y remette un peu plus, parce qu'on a toujours l'âge d'apprendre. Et là, c'est un des seuls jeux qui m'a fait prendre des notes comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire dans un calepin, et puis à un moment, je me suis dit non, il faut que je fasse un tableur Excel, parce qu'il y a vraiment trop de choses. Carrément. Tableur Excel. Je sais pas si tu le vends bien, là, tu vois. Non, mais c'est pas un tableur Excel avec des formules, etc. C'est juste un tableau avec plein d'onglets où tu répertories un peu toutes les informations que tu vois. Et c'est un jeu où moi je suis pas toujours fan de ces jeux-là, parce que des fois tu bloques en fait. Tu te dis ok, là je vois pas, c'est trop compliqué, c'est trop. Et là en fait j'ai une to-do list de peut-être 15 choses que je veux faire, me dire tiens, quand je drafte cette pièce, il faudra que je vérifie ça, il faudra que je voilà. Et cette to-do list en fait, à chaque run que je fais, je réussis à faire quelque chose, mais je rajoute aussi des choses dans cette to-do list. Enfin c'est assez incroyable comme jeu. Bon, j'aurais envie de découvrir ça également, mais d'abord Duolingo et après Blueprints. On a pris un peu de temps parce qu'on avait plein de choses à partager ce matin, c'était super. J'espère que vous avez pris du plaisir également. C'est la fin de cette émission. Pour ceux qui nous suivent en direct, rendez-vous ce soir 18h30, si j'ai bien compris l'horaire de cette conférence de presse, pour découvrir les jeux qui seront sélectionnés à l'Asdor. Et juste après, on reprendra l'antenne, nous, après cette conférence de presse, pour dire tout le bien qu'on en pense, évidemment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à toi pour l'accueil. Et puis nous, on va jouer à Red Notice. C'est ça notre programme de la journée. Exactement. Bonne journée à tous. À bientôt. Salut.